Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'important dans les sphères culturelles liées à la bande dessinée américaine et ce qui en découle. Et bien entendu, je ne fais pas ce podcast tout seul, puisqu'à côté de moi, il y a une enceinte JBL, il y a du papier cadeau et il y a un set et il y a un set Lego qui n'est pas monté. Il y a également un sapin. Et donc, j'espère que ce sera des intervenants agréables dans ce podcast. Mais sinon, voilà, il y a Corentin. Il y a un bretzel sur le sapin. Oui. Enfin, un pretzel, comme dire. Un pretzel. Et il y a aussi, mais c'est une maison alsacienne à côté. Et c'est une maison en pain d'épices. Ah, c'est du pain d'épices. Yeah. J'aime bien ça, moi, le pain d'épices. Oui, c'est avec un peu de beurre dans le thé. Très bien. Mais en tout cas, très beau sapin, Arnaud, bravo. Je vois que l'esprit de Noël t'a possédé. Tout à fait. Parce qu'on approche, mine de rien, on revient sur l'actualité du début du mois de décembre 2025, c'est-à-dire que c'est en effet le dernier mois de l'année 2025 déjà. De par le fait. C'est ça, et c'est compliqué, c'est fou, c'est déjà terminé. C'est passé vite, l'année quand même. C'est passé très très vite, un rythme très. C'est le stress des FPA qui fait qu'on a soutenu un truc en accéléré. Je ne sais pas, mais effectivement, on a eu la chance là, on enregistre à l'heure où les First Print Awards 2025 se sont tenus. Donc, le palmarès, il est en ligne. Vous avez déjà d'ailleurs plusieurs vidéos en ligne à l'heure où on enregistre ce podcast, et je pense que quand vous l'écouterez, il y aura sûrement tout qui aurait été mis, c'est-à-dire les 3 chroniques, la battle de dessin et la grande vidéo un petit peu récap. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus et qui ont kiffé la soirée. On espère qu'il y aura encore plus de monde l'an prochain. Et sachez que oui, on est déjà au travail sur la 3e édition, calée au 4 décembre 2026. La date, elle est déjà là. On veut faire des First Print Awards un rendez-vous régulier et inscrit vraiment dans tous les cerveaux. Donc le premier vendredi du mois de décembre, c'est les First Print Awards. C'est comme le Free Comic Book Day qui revient tous les premiers samedis du mois de mai. Nous voilà, on revient en début décembre. Babanks. Et on n'hésite pas à faire un appel aussi aux candidatures, parce qu'on a donc 28 libraires qui forment le jury des libraires cette année, qui mettent tous en avant les sélections et les lauréats dans leur librairie. Donc si vous voulez participer, rejoindre la fête dès l'année prochaine, n'hésitez pas à nous contacter. On refera un appel plus tard, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum de librairies qui participent avec nous. Et concernant nos chères auditrices et auditeurs, on a croisé plusieurs au bar après la cérémonie. N'hésitez pas, vous avez le Discord si vous voulez former un peu des bandes qui après pourraient vous retrouver avant la cérémonie pour boire un coup. Mais ils l'ont fait déjà. Là, il y avait quand même pas mal de profils qui étaient un peu isolés, tu sais, quand t'es un peu timide, t'oses pas parler à grand monde. Mais parce qu'ils étaient peut-être qu'ils étaient pas sur le Discord, mais parce que sur le Discord, sache qu'il y avait déjà des gens qui se sont organisés. Et ça, c'est beau. Et si on va créer des bandes de potes. Si tu y traînais plus, tu le saurais. Ensuite, on va créer des couples First Print. Après, on va créer des bébés First Print. Et après, on va créer des animaux First Print. Je pense que c'est possible que ça existe déjà. Peut-être qu'il y a un chien Arnaud qui se promène quelque part en France. Dites-nous. Non. Un chien qui coud. C'est très bizarre. Un labrador tout mignon. C'est très bizarre. Du saxophone. Ce que tu viens de dire. Bah oui. D'accord, très bien. Eh bien, ça me va quand même. Donc non, oui, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord. On en profite évidemment, que ce soit pour les First Print Awards, mais de façon très régulière, pour remercier notre partenaire et sponsor Pulps, avec ses 3 boutiques sur Paris et celle sur Bordeaux. D'ailleurs, je crois qu'il va y en avoir 2. Que ça va se développer sur Bordeaux, avec une vraiment pour la bande dessinée et l'autre pour les toys. Comme ça, si vous voulez acheter des Laboubou, vous allez pouvoir en acheter plein. Des Laboubou partout, des Laboubou. C'est quoi cette obsession que t'as avec les Labubu? C'est parce que c'est laid. Et du coup, c'est ultra. C'est bien. En fait, c'est attirant. C'est une forme de curiosité morbide. J'en étais sûr. C'est une forme de curiosité morbide pour ce truc qui faut savoir que Arnaud a un énorme syndrome de Stockholm en général dans la vie. Il commence par détester un truc, ça l'obsède, et après, à la fin, il aime bien. Je me souviens toutes les fois, tu m'as dit, ouais, non, mais ce l'enfoiré, en vrai, c'est pas un grand rappeur, je l'aime pas, j'écoute ça au second degré. Et après, un jour, il m'a dit, en fait, je crois que j'aime bien. Oui, mais Et la boubou, c'est pareil, ça a commencé en mode c'est hyper moche et je déteste, et maintenant c'est. Non, par contre, tu me verras jamais en acheter. Ah, non, jamais. Je prends ce pari. Jamais de la life. Mais non, mais donc, on remercie Pulps là-dessus, puisque on fait aussi le Focus Pulps, donc une sélection de comics VO à prix de lancement chaque mois. Chaque année, ce sera un peu nul. Mais donc, voilà, en ce moment, on a remis A Mischief of Magpies en prix de lancement aux côtés de Sirens, Love Hurts et The Thing on the Doorstep. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la catégorie catalogue VO précommande et la sélection du
du mois pour vous faire plaisir à moindre coût. On fait également un énorme merci à nos tipeurs et tipeuses qui nous permettent de voir le podcast sur le long terme. Vous êtes actuellement 140 à l'heure où on enregistre ce podcast et donc on vous adresse tous nos remerciements. Bah oui. Et d'autant plus que on a eu quelques nouveaux types ces derniers temps là, depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Donc merci beaucoup à Shine. Et bah oui, merci Shine du coup. Oui, pardon, voilà. non, parce qu'il y avait un message que je disais en même temps. À Shine, à Seni, à Loïc également et à Ron. Donc merci beaucoup de votre soutien et merci donc aux 136 autres personnes qui continuent également de nous soutenir. Ouais, ça fait vraiment très First Print, nous prendrons le contrôle du monde d'ici un mois ou deux. Oui, normalement. Faut juste faire la First Print Tower d'abord. Ouais. Qu'on sorte Spaceman en VF et ensuite reconquérir le monde. Voilà. D'accord. On va faire le projet KO comme dans Fight Club. Yes. J'apprécie tes références de films masculinistes. On est là pour ça, frère. Clairement. Attends, tu rigoles ou quoi? Attends, les bonnes femmes, le c'est parrain. Voilà. Fight Club. C'est ça. Attends, voilà. c'est quoi leurs autres à chaque fois, c'est genre chaque année t'as les top des films du monde qui existent et t'as toujours les mêmes en fait. Tu fais essayer de sur Letterboxd, tu peux faire un profil d'un mec qui a Fight Club, Taxi Driver, le parrain. Voilà, Taxi Driver, merci, c'était celui-là que je cherchais. C'est des très bons films tout ça, mais il y a un petit pattern. Allez, très bien. Ne parlons pas de cinéma parce que nous on s'en branle. L'important c'est de parler de bande dessinée et du côté de la VF. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a pour le prochain front page, on va avoir beaucoup de choses à débriefer puisqu'entre le passage de Bliss dans le bilan des éditeurs, celui de Run et celui de Thierry Monet de Delcourt, vous allez avoir énormément d'annonces qu'on va retranscrire aussi sur comicsblog.fr, donc on en reparlera à ce moment-là. Mais en attendant, c'est Panini Comics et Urban qui se livrent au jeu des big news d'un côté et juste des annonces de leur programme de l'autre. Alors on reparlera aussi de certaines annonces qu'on n'a pas encore traitées à l'écrit dans le prochain front page. Ça va être très costaud. Ce sera le dernier front page de l'année. Ça va être vraiment très très costaud. Mais donc, ou l'avant-dernier, beaucoup de Daredevil qui arrivent chez Panini Comics avec notamment le volume de Andy Deagle sans Shadowland, donc ce qui est avant et après. Qu'ils avaient déjà publié la première partie cette année. Je sais plus quel mois malheureusement, excusez-moi, mais ils avaient déjà publié Shadowland. Ouais, Shadowland en Deluxe. En majorité. Là, ce sera les avant et les après. Donc pour rappel, Andy Deagle, c'est la personne qui a repris Daredevil après le départ d'Ed Brubaker, qui avait déjà commencé à poser les bases de Shadowland, c'est-à-dire que Matt Murdock a pris le contrôle du clan ninja de la main, qu'il entend utiliser pour faire le bien, entre guillemets. C'est un truc un peu surprenant, mais on savait qu'il voulait aller dans cette direction. Et petit à petit, il s'en rend pas compte forcément évidemment, mais la main, en vérité, l'utilise lui pour petit à petit planter dans son cerveau l'idée que il pourra tuer un jour pour devenir la réincarnation de la bête. Donc ça, a priori, ce sera ces épisodes-là qui seront compilés avant le meurtre de Bullseye, qui a été redconné, je vous rassure, il a pas vraiment tué Bullseye. Et ensuite, normalement, là, Panini disait les après. Pour moi, l'après Born Again, Shadowland, pardon, c'est Daredevil Reborn. Mais l'artiste de Daredevil Reborn n'est pas mentionné dans le communiqué. Donc je sais pas exactement quelle sera la composition de cet album. Si, mais c'est ce que t'avais dit. Ok. Parce que t'avais mis dans ton article. Alors attends, faut que je retrouve, mais voilà, très bien. Bah oui, c'est compliqué. Ouais, je sais. Il est tôt. Pardon, il est pas tôt. Non, il est pas si tôt. Donc qu'est-ce que t'avais mis parce que t'as la pardon. Voilà. Je retrouve pas. C'est bien de faire de la radio comme ça pour vivre. Parce que tes textes sont si mal écrits que j'arrive pas à retrouver. Mais je t'emmerde. Il y a 2 paragraphes pour chacune des annonces Panini. C'est pas compliqué. Non, c'est le premier. Ça dit l'équipe créative. Après, il y a aussi la mini-série Daredevil Reborn en fait dedans. Ok, voilà. Donc t'as les numéros qui probablement suivent. Ce que Deagle a fait de mieux sur Daredevil. En vrai, c'est donc Matt Murdock a quitté New York après avoir été évidemment le vilain de Shadowland. Et se refait une petite santé en région dans la ruralité américaine, en prenant la défense d'une personne accusée à tort, donc il redevient un peu plus avocat. Franchement, très bonne histoire, effectivement bien supérieure à Shadowland, qui écoutez le podcast Daredevil qu'on a fait avec Fadiga et Sigrist, avec Frédéric Sigrist et Fabrice Fadiga. Voilà. Il faut que j'arrête de faire ça. Oui. Et c'est pas un grand moment. Je pense que si vous voulez lire du Deagle ou si vous manquez de trucs à lire sur Daredevil, peut-être prenez plus le tome 2 que Shadowland en l'occurrence. Ouais, parce que ou lisez d'autres trucs de Deagle en l'occurrence quoi. Oui, vous pouvez lire The Losers par exemple, qui a été édité en intégrale chez ça fait un petit bail, tu me diras, mais chez Urban Comics. Vous pouvez lire Green Arrow Year One, qui est la source d'inspiration de la série Arrow mais en bien, avec Jock. Il a beaucoup travaillé avec Jock Deagle.
Ou même, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Deagle? Il y a Snapshot aussi, qui était pas mal avec Jock. Il a très beaucoup travaillé avec Jock. Voilà. Donc, dans l'album en question, t'as Dark Reign, The List, Daredevil. Ensuite, t'as les Daredevil 501 à 507. Donc, ce qui est avant et après Shadowland. Et donc, Daredevil Reborn, quoi. Tout simplement. Très bien. Voilou. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on avait listé du côté de Panini dans leurs annonces il y a aussi juste l'omnibus de Charles Soule sur Daredevil. Tout à fait, oui, pardon. Bon, ça, pareil, encore une fois, on a fait un gros podcast dessus. Pour rappel, donc, pendant le volume de Mark Waid, comprenant que les idées posées par Bendis et Brubaker sur la double identité de Matt Murdock ne sont plus tenables, en fait, qu'à force tout le monde est au courant que c'est Daredevil. Donc, il finit par faire son coming out dans le volume de Mark Waid, et comme souvent avec Marvel, cette idée n'a pas été assumée. Enfin, Marvel ou DC, hein, c'est le principe des comics de revenir en arrière, de volume en volume. Donc, Charles Soule arrive et décide de faire une sorte de Mephisto. C'est-à-dire qu'avec les Purple Children. Il se déguise en Sacha Baron Cohen. Exactement. Voilà. En Borat même. Voilà. Matt Murdock en Borat, je sais pas pourquoi. Bref, pas imiter Borat. Et donc, en fait, on fait une grosse redcon. À côté de ça, Matt Murdock travaille pour le procureur dorénavant, donc pour la partie de l'accusation et plus la partie de la défense. Il y a Blindspot qui rentre dans l'équation, un nouveau sidekick. Il y a beaucoup de vilains de la mythologie plutôt chinoise, en l'occurrence. C'est très bien dessiné par Ron Garnet. C'est sûrement le meilleur travail de Ron Garnet, avec Matt Milla aux couleurs, qui est extraordinaire. Néanmoins, c'est un volume qui est pas rentré dans les annales. On parlait de volume de rebond au dernier podcast en parlant de ce qu'a fait Saladin Ahmed récemment. Les annales, c'est ça. Arrête. Quel âge, sans déconner. Il sourit comme un enfant, là. Parce que je m'imaginais rentrer un omnibus comme ça de cet âge, ça doit pas être agréable. Oui, quoi. ça c'est sûr. Mais donc effectivement, comme on en parlait pour Saladin Ahmed, c'est vraiment un volume de rebond pour effacer les conséquences du volume de Waid. Après, c'est toujours mieux que Saladin Ahmed. C'est beaucoup plus beau. Ça, il y a pas de doute. En revanche, il y a beaucoup pour moi d'erreurs de caractérisation. Je mets des guillemets parce que je ne suis pas non plus à ce point-là un gatekeeper. On va dire ce que j'ai mis dans mon article, et je suis désolé, mais il faut vraiment avoir lu beaucoup de trucs meilleurs de Daredevil pour avoir envie de posséder cet omnibus-là. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour les gros complétistes. Oui, je pense que là, c'est un effort de collection parce que même dans leur poste, Aurélien, le community manager, mais il y a l'intégralité en fait de la période moderne qui est disponible en fait dans les grands formats de luxe omnibus maintenant. Même pas que moderne, puisqu'il y a No Santi aussi en omnibus. Enfin, il y a vraiment quasiment depuis Miller tout. Oui, ça, 2000 heures, c'était 2000 heures. Je crois qu'ils avaient aussi réédité le passage interstitiel entre No Santi et Bendis. J'ai oublié le scénariste. Voilà, honte sur moi. Mais pareil, réécouter le podcast. Mais ils ont quasiment tout fait en omnibus, en fait, maintenant. Donc, cool. Ouais, pour les complétistes, c'est mieux comme ça. On a aussi des séries modernes qui arrivent, enfin des séries récentes qui arrivent, donc au printemps prochain. Donc, t'as les New Avengers de Sam Humphries et le Captain America de Chip Zdarsky. Alors, rapidos, parce que c'est des séries qui sont assez récentes, et encore une fois, je m'excuse, je m'étais trompé pour Captain America, parce qu'ils avaient annoncé une équipe de Captain France, Angleterre, Russie et Chine pour le deuxième arc. Moi, je lis la série en VO, mais le numéro dans lequel ça devait arriver n'est pas encore publié. Il arrive là, il y a dans quelques jours, semaines. Donc, pour résumer, Captain America, effectivement, c'est la nouvelle série de Chip Zdarsky qui a repris le travail après le départ de John Michael Straczynski, qui avait déjà beaucoup tweaké, hein, parce que le premier volume de Straczynski, c'est vraiment du Captain America, et les volumes 2 et 3, en fait, c'est Captain America avec Spider-Man et Thor, parce que c'était l'occasion pour lui de retrouver un peu ses petits personnages fétiches. Donc là, on a une vraie série Cap qui est plutôt pertinente par rapport au présent, parce qu'elle parle beaucoup de la chose militaire. En fait, Captain America se réengage dans l'armée et va du coup visiter des zones de conflit. Ça se passe pendant One World Under Doom, et ça prépare vraiment le fait que Zdarsky va grosso modo devoir gérer les conséquences de cet événement-là dans la série Cap, et pas que, puisqu'après il fera l'événement Armageddon. C'est très beau, c'est Valérie Luchiti au dessin. Oui. Ouais. Franchement, c'est très cool, c'est très bien écrit, très bien inspiré. Ça parle des vétérans, ça parle du sens du devoir dans un monde très conflictuel comme le nôtre. Moi, j'imaginais justement que le deuxième arc, dans lequel Cap va aller en Latverie pour traiter les conséquences de, c'est un spoiler, mais bon, enfin, de Fatalis perd à la fin de One World Under Doom. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est naturel. Hein, on n'a pas non plus passé 10 ans dans un monde conquis et dominé par le dictateur. Donc, moi, je pensais que ce serait un peu une analogie sur l'Ukraine, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini la guerre, qu'est-ce qui se passe une fois que voilà les puissances veulent s'emparer des ressources, comme tu vois aux États-Unis qui voulaient les terres rares et tout. Ça ressemblait un peu à ça parce que tu vois avec les captains qui venaient du monde entier, il y avait un peu ce côté, la France et l'Angleterre, c'est un peu les deux plus grandes armées européennes. Il y avait la Russie et la Chine qui représentent un petit peu le bloc de l'Est, et il y avait Cap qui était un peu l'arbitre des États-Unis. Enfin, donc, voilà, comme Trump qui essaie de faire un peu une sorte de trêve entre les deux camps. Du coup, à la place de ça, on aura le retour du Shield.
Voilà, donc le Shield qui s'était effondré il y a quelques années, j'ai absolument aucune idée de comment c'est arrivé, mais Bah, c'était pas avec Secret Empire, non? ce serait si vieux que ça? Bah ouais, Ok. je crois, je sais plus. Parce que tu sais, ils changent d'avis régulièrement sur le Shield, donc moi je me souviens pas trop du volume de Aaron. Donc peut-être que c'est effectivement aussi vieux que Secret Empire, ce qui serait assez surprenant de la part de Marvel. Mais là donc oui voilà, le Shield va revenir et on comprend en fait qu'il y a beaucoup de designs qui étaient prévus pour les nouveaux Captains qui ont été rentabilisés et un peu modifiés pour voilà prévoir un peu une sorte de Shield international, on va dire. Par exemple, voilà, le personnage russe de Red Widow qui devait incarner le Captain Russie, maintenant sera juste Red Widow du Shield. Donc voilà. Je sais pas trop quoi en faire, mais pour l'instant la série est bien. Chip Zdarsky se démerde pas mal. Je regrette quand même qu'on n'ait pas notre Captain France. J'ai vu qu'il y avait une polémique parce qu'il avait la fleur de lys sur lui. Bon, c'est pas évidemment le signal le plus francophile, mais les États-Unis, encore une fois, ils ont pas le même rapport que nous, notre propre culture, hein, ça, c'est comme ça. Donc, on verra bien. Et dans l'intervalle, effectivement, à côté, Zdarsky a aussi écrit le numéro de passation après One World Under Doom, dans lequel le Red Hulk débarque aussi en Latverie pour commencer à essayer de s'approprier les ressources du château de Doom, de Doomstadt. Donc, voilà. Et pour les New Avengers, donc Sam Humphries, effectivement, alors Sam Humphries qui revient entre les morts, hein. Ça faisait un bail qu'on n'a pas entendu parler de lui. Là, il fait donc une série qui au départ avait été annoncée sous le titre New Thunderbolts, pour accompagner le film de Marvel Studios. Et comme le film de Marvel Studios, en fait, elle a été retitrée New Avengers. Et parce que c'est un gimmick commercial qui, alors n'a pas marché pour le film, mais probablement pas beaucoup plus pour la BD d'ailleurs. Pareil, c'est le même événement, enfin c'est en toile de fond le même événement, parce que pour le coup, Marvel a tenu sa promesse. One World Under Doom a bien eu des vraies conséquences sur l'ensemble de l'univers, au point de justifier que Bucky, qui donc se faisait appeler la Révolution après le passage de Colin Kelly et Jackson Lansing, c'est un peu compliqué à résumer, donc voilà, redevient le soldat de l'hiver. Black Widow vient le voir alors qu'il est dans une sorte de mission vengeresse. Elle lui fait, frérot, depuis que Doom a pris le contrôle de la Terre, beaucoup de gens en profitent pour faire des saloperies. Il faut qu'on agisse, on est des super-héros. Bon, voilà, Bucky fait ok, très bien. Montons une équipe. Donc il va chercher Namor, il va chercher Banner, il va chercher Carnage, Cléa qui s'invite dans la partie, et X-23, enfin Laura Kinney, Wolverine. Sachant juste que le Carnage, c'est Eddie Brock qui porte oui, ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc en fait, ça fait effectivement un compromis entre le côté... Il y a beaucoup d'anciens Avengers dans l'équipe, et il y a aussi beaucoup de personnages plus gris qui pourraient coller avec la vision Thunderbolts, un peu Suicide Squad, on va dire, c'est-à-dire on prend des vilains et on les rentabilise pour faire le bien, parce que Banner, c'est pas vraiment, enfin c'est plus vraiment un héros dans les faits. Carnage, oui, c'est Eddie Brock, mais Eddie Brock c'est aussi un ancien vilain. Après, Namor, ça fait quand même 30 ans que c'est un anti-héros, et donc oui, voilà, ça dépend des volumes, tu vois, genre il peut encore tuer, tu vois, c'est là la définition de l'anti-héros, tu vois, voilà. Pareil, Namor qui est un peu l'anti-héros absolu. Bon, Cléa qui est plutôt, tu me diras, Cléa, oui, elle a eu un petit passé de vilaine, mais effectivement c'est Madame Strange, hein, je veux dire, maintenant Cléa, il y a pas de doute, elle a même été sorcière suprême pendant un temps, quand Strange n'était pas là dans le volume de McKay. Donc, je vais le dire honnêtement, je pense que c'est une série qui est pas terrible. C'est du fanservice. C'est-à-dire, si vous aimez ces personnages-là, et si vous aimez les comics à l'ancienne, en fait, si vous aimez les comics des années 2000, où vraiment ça perdait pas de temps, ça allait directement droit au but, il y a pas de grands conflits, il y a pas de grandes thématiques, c'est juste du bon dialogue, de la scène d'action, et voilou. Donc voilà, ça a été annoncé aussi. Et ils feront aussi un deluxe des Avengers de Jed McKay, qui sera du coup réédité entre guillemets en 3 tomes. Ça c'est marrant qu'il l'ait annoncé directement en 3 tomes, c'est-à-dire qu'ils savent déjà que Jed McKay s'en va. Oui, parce alors que ça n'a pas été annoncé. C'est du 12 numéros du coup. Ouais, c'est des 12 numéros en général, mais du coup, ça n'a pas été annoncé encore. Le départ de Jed McKay du titre n'a pas été annoncé par Marvel, donc ouais, il laisse passer. Ou alors qu'il y aurait un relaunch potentiel, c'est entre 11 et 12 numéros en général, hein, ouais. Oui, parce que là, on est au numéro 32, 33, je crois. Ouais, donc ça doit approcher de la fin, alors. Après, de toute façon, c'était évident qu'il ferait un... Moi, je m'attendais plutôt pour accompagner la sortie de Doomsday. Tu vois, un relaunch des Avengers, parce que t'as un nouveau film Avengers au cinéma, mais c'est dans longtemps, donc... à voir. Peut-être que si McKay va juste laisser la main à un mec qui va se charger de continuer un peu la série jusqu'au moment où ils auront besoin de la relancer. Ouais, je sais pas. Mais du coup, effectivement, donc bon, volume très bagarre. Hein, c'est un peu le reproche que tout le monde fait à McKay, c'est que là où Aaron aimait bien faire des espèces de petites micro-quêtes, micro-épisodes avec tout l'univers Marvel, là, voilà, c'est quand même beaucoup de... En tout cas, ce volume-là, le premier volume, c'est beaucoup de... on va combattre telle menace qui vient du ciel... telle famille de divinités, machin.
c'est très police d'intervention en ville, quoi, on va dire. C'est les Avengers là combattent. Voilà, Captain Marvel, Iron Man, Thor, Black Panther, Sam Wilson et la Scarlet Witch et Vision. Donc vous avez quand même une grosse équipe, hein, il y a une force de frappe. Ils vont beaucoup se casser la gueule avec d'autres mecs, avec Terminus, je crois, au début. Après, il y a l'espèce de famille, effectivement, de... Terminus, c'est juste c'est tout premier numéro. Ouais. Après, il y a le cartel livide qui débarque. Merci. Puis t'as la cour de l'aube, je sais plus là. Enfin, c'est qui a un lien avec Avalon, là. Ouais, la Twilight Court. Ouais, mais en anglais. En même temps, je m'en souviens pas très bien, moi, de ce volume, j'avoue. J'ai abandonné, je crois, autour du numéro 15. Ouais, non, il est pas déplaisant parce qu'en fait, tout prend racine aussi dans le fait que t'as Kang qui vient avertir Carol Danvers qu'il y a toute une série d'événements qui vont arriver, qui s'appellent les Tribulation Events. Donc les grandes tribulations, et tout ça est lié aussi à la quête de Kang qui cherche depuis un certain moment ce qu'il appelle le missing moment, c'est-à-dire le seul moment dans l'ensemble de la temporalité auquel il n'a pas accès. Donc ça c'est un peu, et ça on n'y est toujours pas en fait techniquement en VO pour le moment, je crois. Avec l'autre Kang, enfin est-ce qu'il a aussi créé un nouveau Kang dans la famille des clones de Kang, parce que il y a plusieurs versions de Kang, il y a Immortus, il y a Kang, Nathaniel Richards, il y avait plein de versions de Kang. Donc je crois qu'on est en ce moment dans l'arc qui parle du missing moment. Et donc peut-être qu'ils vont relauncher parce qu'ils arrivent à Avengers 800 aussi. Ouais. C'est le Avengers 35, c'est ça, le Avengers 35, c'est le Avengers 800, ouais, tout à fait, t'as raison. Donc peut-être qu'ils vont s'arrêter là parce qu'ils auront envie d'avoir un numéro 1 après un numéro 800. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, effectivement. Parce que dans ce cas, la publication en 3 tomes, elle collerait bien à ce moment-là. Donc à voir, effectivement, le Avengers 800 dans lequel il y aura Bendis qui fera un backup. Et oui, c'est vrai que si c'était un backup pour faire, en fait, le relaunch après, où il reviendrait, ça serait bizarre quand même. Ce serait bizarre de fou, mais c'est pas idiot, mais c'est un peu bizarre. Non, c'est pas idiot. Bah, ce serait même un gros coup de force. Je veux dire, Jeff Loeb est bien revenu sur Batman. On a vu ce que ça a donné, remarque, mais c'est plus le dessinateur, en l'occurrence, qui a causé les retards. Mais si DC a fait un énorme coup de force, pognon, a fait beaucoup de pognon, en ramenant Jeff Loeb sur Batman, Marvel a toutes les raisons du monde de dire, bah, allez, on fait un petit arc de 6 numéros avec Bendis, ou plus. Imagine Bendis il revient sur Avengers et il commencerait par un arc dans lequel tous les Avengers seraient dissous. Ah oui. Et séparés, même, je dirais. C'est ça. Et que après ils se reformeraient pour faire des new Avengers. Ouais. Trop bien. Avec Iron Man et Ultron. Ce serait génial. Mais ça pourrait pas mal, ça pourrait après, faire la nostalgie, ça vend. Hein. Ça pourrait faire un run de long terme, et puis d'un coup, en fait, ils s'aperçoivent que les Avengers, en fait, c'est des Skrulls, et en fait, il y a une secret invasion. Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Après, les X-Men et les Avengers seraient en bisbille. Ouais. Sur le point de se taper sur la gueule. Ouais. Entre temps, il y aurait eu un Fury Itself 2, du coup, tout le monde aurait quitté le navire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après AVX? Bah, Bendis a commencé à prendre... Bah non, c'était original. Oh, putain. Bah, c'est là que ça a commencé, les années 2010, en fait, que c'était le bordel. Mais après, il faut se dire aussi que ça fait quasiment 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans depuis que Bendis a eu son heure de gloire chez Marvel. Avec la nostalgie, ça vend. Hein. C'est comme... Oh putain, ils vont nous faire un H2, en vrai. H2, tu vois. Plus j'y pense là, plus je suis en train de devenir Tom Brevoort, et plus je me dis, ouais, bien sûr, pour les 20 ans de Disassembled, on va faire Disassembled 2. Bah ouais. Putain, c'est sûr, c'est ça en fait. Allez, ce sera ma théorie du complot pour le podcast. Allez, du côté de Urban Comics, on a aussi quelques premières annonces. Alors sur les gros trucs qui arrivent, il y a la publication de DCKO, donc le méga crossover de Scott Snyder et Joshua Williamson avec Javier Fernandez au dessin. Donc voilà, donc en gros Darkseid is back, il est full chargé d'énergie Oméga, et donc pour le contrer il faut participer à un tournoi dans lequel en fait toutes les étapes vont permettre d'emmagasiner de l'énergie Oméga, et celui qui restera à la fin, le gagnant, et ben ce sera le King Oméga, ça fait KO. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a les initiales de cet event, tout simplement. En fait c'est DC King Oméga. Et donc les épreuves, ben c'est soit de la bagarre, soit chercher des items super puissants qui permettent d'avoir la force de l'un ou les capacités de l'autre. Et bon steak. C'est ouais, c'est après, et ça se répartit aussi dans pas mal d'intrigues, et en l'occurrence ben ils vont faire une publication qui se fera en 3 tomes de façon assez classique.
Ils l'avaient fait pour Absolute Power, ils l'ont fait pour pas mal d'autres events, pour Metal et Death Metal, parce que c'est quand même le référent direct des derniers events qui avaient été écrits par Scott Snyder. Et là, clairement, c'était bien. Hein. Bah moi j'ai lu les 2 premiers numéros seulement de DCKO, j'ai pas lu les tie-in pour l'instant. Et j'ai soufflé fort il est de retour. Parce que c'est ça, parce que autant sur Absolute Batman c'est trop cool ce qu'il fait, autant là c'est vraiment le Scott Snyder de Death Metal qui revient, quoi. C'est le même délire de bigger, toujours plus fort, toujours plus grand, machin. La deuxième épreuve là, ils doivent chercher des artefacts à la con, mais c'est nul. Les artefacts, c'est éclaté le truc de... mais les Américains ils adorent ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui trouve des beaufs. Non, mais arrête maintenant parce que... Non, mais je rigole bien sûr, mais Scott Snyder, Metal et compagnie, ça a été des succès aux États-Unis. On a peut-être juste et en pas France les codes aussi, culturels. Et en France aussi, oui, bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que moi j'aime pas, et j'entends toujours que oui, pour beaucoup Metal et Death Metal ça a pu être une porte d'entrée pour des gens, et il y a aucun problème avec bien ça. Bien sûr, mais bon, on a le droit aussi de pas accepter forcément de se faire matrixer 10 fois, quoi. Metal, Death Metal, ça a quand même duré très longtemps. Il y a eu beaucoup de métallerie à un moment donné. Ouais, bah là, on est un peu reparti, quoi, dans le truc. Après, c'est bien, Javier Fernandez, il est bon au dessin. Donc, le premier tome, il comprendra DCKO 1 et 2, les tie-ins dans la série Titans et Superman, et aussi la mini-série, les débuts de la mini-série DCKO Night Fight, dans lequel Batman, qui était mis hors jeu, va affronter différentes versions des Robins qui dans le futur sont devenus Batman. J'ai pas encore lu ça par contre. Très bien. Et donc il faut s'attendre, vu le programme éditorial en fait, faut s'attendre à ce qu'il y ait donc les tie-ins de ces 2 séries en plus des 2 mini-séries en question. En plus, il y aura Scorpion de Mortal Kombat. Bah voilà, je pense parce qu'il y a eu pas mal de one-shots aussi, donc j'imagine qu'il y aura tous les one-shots effectivement qui ont été publiés, dont le fameux Boss Battle qui est le crossover avec The Boys, avec Beneath the Trees et avec Vampirella, Red Sonja, Mortal Kombat, ouais. Et Annabelle. Il y a Annabelle. Ouais, c'est complètement con, hein, clairement. Je peux plus. Donc, c'est pas grave. Non, voilà, ça. Pas grave. On verra bien si, à mon avis, par contre, ça va faire une lecture qui sera pas très digeste en VF, quoi, avec tout compilé comme ça. À mon avis, ça va vraiment faire. Après, vous obligez pas forcément si c'est pas votre cas, mais... Non, bien sûr. Ils ont aussi annoncé justement dans les trucs un peu très mainstream, donc le Batman Deadpool qui sortira, le one shot. Donc ça c'est celui de Morrison du coup. Ouais, Morrison et Dan Mora. Ouais. Tu l'as lu? Bonne cam. C'est très méta. C'est forcément il y a Deadpool et de Morrison, donc et effectivement comme prévu, j'ai envie de dire, c'est forcément mieux écrit que Jim Zub. Jim Zub, pas du tout. Zeb Wells. Ouais, c'est les Zeb. Après je saurais pas non plus, je vais pas faire un essai non plus de 10 minutes dessus, mais ouais, c'est la petite fiesta quoi, tu vois, c'est la petite fiesta. D'ailleurs, tiens, je suis sur leur page, ils l'ont pas encore annoncé sur leur Facebook, mais ils ont mis en ligne les fiches produits. Il y aura une réédition noir et blanc de Supergirl Woman of Tomorrow. Ah, trop cool. Ainsi qu'une édition augmentée, mais je sais pas ce que ça veut dire du coup, une édition augmentée. C'est le prix qui augmente. Alors non, parce que justement t'as une autre édition qui a l'air plus chère, donc c'est bizarre. Ah, par contre ils vont faire la mini-série avec Crypto, The Last Dog of Krypton. Trop bien. Ouais. Mais Crypto il sera dans le film de toute façon j'imagine, ouais, ou de toute façon il est lié quand même. Il faut bien trouver du matériel Superman à sortir, et il y en a quand même eu pas mal ces dernières années justement à cause du film, donc ce serait bête de ne pas. Ils voudraient pas rééditer Supergirl Being Super aussi, parce que ça ce serait bien, et dans un grand format, dans un vrai joli format, effectivement ça serait super. Ils l'ont fait que dans leur format pour jeunes. Ouais, souple. C'était Blast à l'époque. Blast, c'est Urban Blast. Non. Si. Urban Link, c'était avant Blast, c'était dans Urban Link, ouais. Non, qui est toujours un excellent récit, mais effectivement, ce serait bien. D'ailleurs, ils ont en fait dès que je refresh la page, t'as les titres, ils vont faire Supergirl tome 1, j'imagine que c'est la série de Sophie Campbell alors. Mais en même temps, avec le film Super, bon, on en reparlera alors dans le prochain front page, mais ouais, on vous piste, il suffit de refresh de votre site et on voit quelles seront les annonces du jour à l'heure où on enregistre ce podcast. Tu vas avoir du boulot, mon cher Corentin. Nous ensemble, on va avoir du boulot. Moi, j'ai plein de trucs, d'autres trucs de VF à traiter, de Bliss et tout ça, quoi. Donc, on va se répartir la tâche. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a du côté de la VO? Oui, Brian Lee O'Malley qui va nous refaire un petit peu de Scott Pilgrim, Corentin. Oui, alors effectivement, on remercie le camarade Phenom s'il nous écoute pour ce shout-out, dans la mesure où en fait,
Brian Lee O'Malley, Brian Lee O'Malley, quoi. Il a pas non plus d'activité trépidante depuis quelques années. Il travaille beaucoup sur les productions Scott Pilgrim. C'est-à-dire qu'il y a eu la série animée Scott Pilgrim Takes Off, coécrite par Ben David Gravinsky et animée par le studio Science Saru. Sur Netflix, pas grand monde l'a vu, mais c'était un très bon produit si vous étiez fan de la BD originale. Et dans la foulée, toujours avec Gravinsky, il écrira le scénario et il a fait une partie des designs du jeu Scott Pilgrim EX, qui est un peu sa création à lui, en vrai, enfin pas pour le gameplay parce qu'évidemment c'est pas un codeur, mais a priori il est vraiment très impliqué dessus, qui est actuellement en développement chez Tribute Games et qui serait édité par Universal Games, je crois. Ne sera pas édité par Dotemu cette fois-ci. Et pareillement, il a l'air très content. Il a fait une interview en mai dernier d'ailleurs, Brian Lee O'Malley, en disant que ça ne le dérangeait absolument pas d'être juste connu comme étant le mec de Scott Pilgrim. Et que tant que les gens répondent présent pour du Scott Pilgrim, il fera du Scott Pilgrim en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il en fera aussi un peu en BD. Donc il s'est lancé sur Twitch avant-hier soir, et il a commencé à dessiner, à ancrer plutôt, des planches qu'il avait dessinées sur ordinateur. Donc il a ancré en tradi avec un très beau feutre. Et en fait, au cours du stream, il a révélé que c'était une petite BD Scott Pilgrim, qui s'appellera Scott Pilgrim Dawn of Metal Scott. Scott qui devrait être, je crois, l'un des antagonistes du jeu Scott Pilgrim, EX. Donc il va faire une petite préquelle qui se passe un jour avant, je crois, ou quelques jours avant le début du jeu, puisque le jeu se passe sur une seule journée. Donc, désolé, pardon. Tout ça, du coup, nous confirme que déjà, c'est canonique, hein, entre guillemets. Il y a bien une canonicité étendue dans l'univers Scott Pilgrim. C'est la première fois qu'on aura du dessin de par Brian Lee O'Malley depuis Seconds. Si je dis pas de bêtises. Il a peut-être dû faire des covers ou peut-être des histoires courtes par-ci par-là, mais ça fait vraiment ultra longtemps qu'on n'a pas eu du vrai Brian Lee O'Malley du début à la fin. Le connaissant, faut pas espérer un roman graphique de 300 pages. Hein. Je pense que si on a 20 pages, c'est déjà le bout du monde. Le problème étant que ce sera, en théorie, encore une fois, on n'a pas eu d'infos parce qu'il a pas voulu les donner, ce sera seulement proposé avec l'édition physique. Et il appelle ça un limited run, donc en version en tirage limité, du jeu Scott Pilgrim EX. Donc ça, on s'en doutait qu'il y aurait une version physique. Les jeux de Tribute Games ont toujours eu des versions physiques de toute façon. Néanmoins, ça veut dire que s'il faut absolument prendre une édition collector un peu onéreuse pour avoir droit à ce mini comics là et qui sera pas réédité ensuite, j'en doute, vu le phénomène commercial qu'est Scott Pilgrim, ils finiront forcément par faire une réédition étendue avec ce petit bonus, c'est obligé. Néanmoins, effectivement, voilà, ça veut dire qu'on n'aura pas un single issues en kiosque qu'on pourra aller choper sans taper les 80 à 100 balles que coûtera l'édition physique de Scott Pilgrim. Sachant que ça dépend avec combien de bonus ils veulent le charger, mais tu vois, j'imagine qu'il sera... c'est facile de faire des bonus Scott Pilgrim, tu mets un pin, tu mets des stickers, une belle boîte, un peu comme pour Tortue Ninja, tu vois, tu me l'avais filé d'ailleurs. Ils avaient fait, en l'occurrence, c'était Dotemu. Ils avaient fait une belle édition packagée pour la version physique. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est cool, et mécaniquement, en faisant des recherches, dans l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai aussi découvert avec grand plaisir que Brian Lee O'Malley explique que Westworld, un roman graphique qu'il a annoncé il y a bientôt 10 ans, qu'il a annoncé en juillet 2016, n'était pas abandonné. C'est dans l'interview en question, la personne qui lui posait les questions, c'est sur Medium, hein, vous pouvez le trouver sur Google. Brian Lee O'Malley disait non, j'ai pas renoncé à faire Westworld, c'est toujours en gestation depuis quelques années, mais j'ai été occupé par le jeu, par la série animée, par machin, par bidule. Il est lent de base, c'est pas un mec très rapide. Il a la flemme peut-être. Et puis il a de l'oseille, donc il a pas d'impératif extrêmement urgent à avancer dessus, mais il dit oui, c'est toujours prévu. Bon, alors probablement pas pour l'année prochaine, peut-être pas pour celle d'après. Je pense avant 2030, nous aurons un nouveau roman graphique par Brian Lee O'Malley. Rappelez-vous que Snot Girl a fini par être pas terminé, mais continué. Donc la patience quand on est fan de Brian Lee O'Malley, c'est une vertu. C'est marrant parce que c'est un mec qui travaille beaucoup sur le temps en fiction, donc c'est assez rigolo dans sa vraie vie aussi. Peut-être qu'en fait c'est une application méta de ses propres propos, nous apprendre la patience, qui se retrouve dans la bande dessinée et puis qui finit par appliquer après lui-même. Exactement. C'est un cercle vertueux. Il veut nous apprendre à apprécier le quotidien. Voilà. Tu vois. À apprécier le temps long après tout. Tout à fait. Franchement, à l'heure où tu peux te binger des séries et tout ça, où tu fais du trade waiting et tout ça, non, là t'apprends à attendre. Même pour lire un numéro, tu dois attendre. Exactement. Et ça, c'est une belle leçon. Merci, Brian. Ensuite, du côté de Marvel. Merci, Feignasse. Du côté de Marvel, Dan Abnett qui revient au cosmique avec Imperial Guardians. Oui, c'était plus ou moins couru d'avance, dans le sens où, dans l'événement Imperial,
Imperial. Jonathan Hickman, donc effectivement, se présente un peu comme une sorte de successeur, direct ou indirect, de Hunt et Lanning, qui étaient eux-mêmes les successeurs de Kirby, de Starlin, qui était lui-même le successeur de Kirby. Donc c'est la grande continuité du cosmique et de ce côté un peu péplum spatial, on va dire. Un complot menace. Des têtes couronnées de l'espace se feront assassiner les unes après les autres. Le père de Star-Lord, Jason Spartax, propose d'unir une fédération galactique pour mettre fin à toute forme de conflit, toute forme de guerre. Et il y arrive. Néanmoins, maintenant, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais tout n'a pas été résolu. Donc dans les numéros tie-in de Imperial 1, la première série en 4 numéros, vous aviez un numéro Imperial Guardians par Dan Abnett. Je ne sais plus qui était le dessinateur. Dans lequel, entre guillemets, Captain Marvel allait recruter, enfin, croiser la route de Gamora et de un autre membre historique des Liens, je crois que c'était peut-être Brown, en fait. Enfin, ça devait être Amadeus Cho. Mais dans l'équipe finale, en tout cas, voilà, dans l'équipe finale, il y aura donc Ghost Rider, Captain Marvel, Amadeus Cho, il y aura ah là 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 là, ça y est, j'ai un trou absolu. Ah mon Dieu, Arnaud, aide-moi. Merci Arnaud. Comment il s'appelle, putain, le mec, la série de Kirby qui n'est pas Eternals, les Immortals. Bon voilà, tu m'emmerdes, tu sers à rien. Bref, donc dans l'équipe au final, il y aura des anciens membres des Gardiens de la Galaxie. Et donc pourquoi est-ce que Hickman a été chercher Dan Abnett, qui est donc le créateur de la version moderne des Gardiens de la Galaxie, qui ouvre un peu la nouvelle, la saga cosmique entamée dans les années 2000. Parce que là, le but, c'est de créer une nouvelle version des Gardiens de la Galaxie. C'était les Inhumains que tu cherchais? Les Inhumains, putain, merci. Voilà. Ah, en fait, tu l'avais depuis tout à l'heure. Pourquoi tu souris, là? Parce que j'aime bien t'embêter. Casse les couilles. Donc, il y a le méchant Inhumain, là, le frère Maximus. de merci. Voilà. La Maximus, qui en fait, c'est lui qui crée l'équipe, qui commande la création de l'équipe. Ouais. Donc, on t'explique, grosso modo, que les gardiens vont un peu accomplir les basses besognes de Maximus dans un cosmos qui a besoin d'eux. On sait pas trop où ça va, puisque le numéro d'introduction parlait d'une possibilité de séparation dans l'Empire Kree-Skrull, que les Kree voudraient se séparer des Skrulls et inversement. Le Super Skrull qui empêche un complot et qui après va se savater avec les héros. Mais bon, pour le symbole, c'est cool parce que c'est Dan Abnett, même s'il est plus avec Andy Lanning et que bon, il a fait beaucoup de choses. Hein, Dan Abnett, c'est pas non plus un scénariste qui a que des réussites à son CV. Puis même quand tu parles de leurs grandes époques, c'était aussi il y a bientôt 20 ans, mine de rien. Oui. En fait, oui, ça a dû se finir au début des années 2010. Hein. Ouais. Donc avec Thanos Impératif, je crois. Peut-être qu'il y a encore eu un truc après, mais je m'en souviens plus trop bien. Mais du coup, ouais, c'est chouette quand même pour le symbole, pour recréer une nouvelle version des Gardiens par le mec qui a créé la dernière version des Gardiens. Enfin, la version importante des Gardiens, parce qu'avant ça, c'était pas un concept qui était très utilisé, hein, les Gardiens de la Galaxie, même chez Starlin. Donc cool, on est bien content. Néanmoins, ce ne sera que l'une des nombreuses séries de l'univers étendu Imperial, ouais. Avec Planet She-Hulk, avec Exiled, qui est sur Xavier Lilandra, avec Black Panther, Nova Centurion Galactique et Nova Centurion. Tout à fait. Et d'ailleurs Imperial qui arrivera en début d'année prochaine chez Panini Comics, on en avait parlé dans le dernier front page de mémoire. Ils ont aussi annoncé d'ailleurs le Age of Revelation pour les revues X-Men qu'on abordera aussi la prochaine fois. Et pour terminer du côté des comics en VO, on a les équipes créatives du nouveau crossover Marvel DC qui arrivera en début d'année prochaine, puisque Deadpool Batman et Batman Deadpool se sont bien vendus. C'était évident, c'était le premier crossover en plus de 20 ans en comics entre les personnages de DC et de Marvel. Et donc, puisqu'en 2026, on fête les 50 ans de publication du premier crossover DC Marvel qui était Superman Spider-Man, eh bien, on remet le couvert avec un nouveau numéro Superman Spider-Man chez DC et un nouveau numéro Spider-Man Superman chez Marvel. Joie, allégresse, Corentin trépigne d'impatience. Oh, j'ai très hâte. Voilà. Il est comme un garçon gourmand dans un magasin de sucreries et il n'en peut plus. À force de se gaver, du coup, t'as mal au bide derrière et tu gerbes. C'est un peu l'état où j'en suis. Mais non, mais alors déjà, tu vas te calmer. Puisque quand même, on a les équipes créatives qui sont ultra sexy dans ce numéro. Puisqu'ils sont tous avec des petits bustiers, ma foi, vraiment très, très aguichants. Ouais. Donc, Tom King et Jim Lee. Et de facto, on sait désormais pourquoi. Je dirais que Jim Lee est sexy.
Il a de la prestance. Il est beau classe, garçon quand même. Je sais pas si je dirais sexy, tu vois. Ouais, il peut J'ai l'être. pas la bave aux lèvres quand je pense. Si tu mets un bustier, tu peux rendre n'importe qui sexy, C'est vrai, Corentin. t'as raison. Tu m'as pas vu en Ça parle bustier. d'expérience. Voilà, Ça voilà. parle Tu ne m'as pas vu en bustier. Image horrible dans la tête. Merci Arnaud. C'est horrible. J'ai des cauchemars. Je t'en prie. Cette nuit. Va te faire foutre. Mes bustiers me vont très bien. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on sait pourquoi, en fait, H2 a tellement de retard. C'est parce qu'en fait, il est en train de dessiner un truc pour ça. Enfin, c'est l'évidence, quoi. Après, ce sera une dizaine de pages, hein. Peut-être une quinzaine de pages. Oui, mais quand les numéros normaux de H2 font 20 pages, bah là, C'est vrai. tu vois. Donc, non, mais on a vraiment Le numéro sortira avant H2, en plus. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment l'explication. C'est même pas une vanne, quoi. On a vraiment l'explication de pourquoi H2 prend tant de retard. C'est parce qu'il s'est mis sur un autre truc avant qui était plus pressé, visiblement. En attendant, on aura aussi Matt Fraction et Steve Lieber qui reprendront Jimmy Ça, c'est Olsen avec Carnage. Ça fait plaisir. Bah, Ça va être trop bizarre. Carnage, mais ça fait plaisir. Ça va être trop bizarre. Sean Murphy, qui fait une histoire complète en tant qu'auteur complet avec Superboy version Legion of Super Heroes et Spider-Man 2099. Gail Simon qui revient aussi chez DC avec Belen Ortega pour Power Girl et Punisher. Quoi? Ouais, ça je trouve ça trop bien. L'idée, c'est parce que ça va pas du tout ensemble, donc Bah du oui, coup, oui. c'est Peut-être une bonne raison, mais. bah non, ça marche trop bien. Je sais pas. Par Gail Simon. Ouais. Je pense que ça va être fun. Christopher Priest qui est avec Daniel Sampere pour Superboy Prime et Spider-Man. Superboy Prime. Ouais. C'est fou. Meilleur perso. Bah oui. Greg Rucka et Nicolas Scott aussi, ça aussi c'est de la Dream Team. C'est une compétition entre les équipes du Daily Planet et du Daily Bugle. Ça c'est bien. Ça Voilà. aussi, tu vois. Enfin, tu un vois, truc qui se ressemble. Tu vois. Et moi je demande des trucs qui se ressemblent. Je demande des pairings logiques. Et Jeff Lemire et Rafa Sandoval qui vont nous dire enfin qui gagne dans un combat à la loyale entre Pac-Kent et Uncle Ben. Je sais pas si on va faire un combat de boxe à l'ancienne. Je sais What pas. the C'est fuck. trop bizarre, ouais. Mais voilà, mais enfin, tu vois, c'est que des noms, Cette histoire c'est que des noms, les noms sont tous cool en tant que tel. Donc, Oui, les noms sont tous cool, ouais. Non, mais il y avait des trucs, je te dis. Ah oui, pardon, j'ai oublié l'histoire principale. Par contre, c'est Mark Waid et Jorge Jiménez. Ouais. Voilà, donc avec Spider-Man et Batman. Oui, ce sera sûrement très bien. En l'occurrence, Clark Kent et Peter Parker qui enquêtent chacun de leur côté. Ça les mène sur la piste de Brainiac et Dr. Octopus qui visiblement ont fomenté quelque chose ensemble. Et donc, heureusement que Peter Parker et Clark Kent peuvent compter respectivement sur Spider-Man et Superman pour les aider. Oui. Accessoirement, Superman, s'il veut, il met une pichenette à Dr. Octopus et sa tête explose. Donc. Oui, mais il y a Brainiac. Et peut-être que si c'est Dr. Octopus qui est boosté par Brainiac et qui lui a passé des bras métalliques avec de la Boum, kryptonite, mon qu'est-ce qui Allez. se passe? Qu'est-ce que tu vas faire, Superman, contre 4 bras en Ah là là. kryptonite? Voilà. Après, ils vont le vendre en toys. Les Yes. kryptonites de Dr. Octopus. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Du coup, t'es content? T'as l'air content? Bah, moi, je trouve que les équipes, elles sont cool. Ça, c'est du côté DC, du coup. Il n'y a pas le côté Marvel. Pas encore, non, parce qu'il sortira le mois d'après, donc on aura les sollicitations le mois Après, d'après. ils ont inversé l'ordre ce coup-ci. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, C'est écoute, fair play, c'est fair play. Moi, j'avoue, j'ai pas trop. Après, encore une fois, j'ai peur de passer pour un fanboy en disant ça. J'ai préféré le côté DC du Deadpool Batman au. Non, le fanboy, Ouais, t'as vu un peu. il me fatigue. Désolé, les gars. Moi, On sait quel est l'univers supérieur. j'étais sur DC Planet pendant 10 ans. Donc, même encore aujourd'hui, je lis avec plus de plaisir les comics DC, mais c'est aussi une question de management éditorial. Et bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat. Non, Un jour, on fera peut-être ce débat DC versus Marvel si vous voulez une très longue liste d'arguments ou de contre-arguments. Mais en l'occurrence, oui, non, c'est des belles équipes créatives. Là, Superman et Spider-Man ont en commun le fait de travailler dans la presse. Ça fait au moins un point commun. Néanmoins, je pense qu'il aurait été peut-être plus pertinent. Tu vas me dire que ça ne serait pas vendu du tout, mais ça serait pas vendu du tout. Superman Sentry, ça aurait été plus pertinent. Superman Hyperion, ça aurait été plus pertinent. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, mais je suis désolé. Mais t'es vraiment le pire éditeur ever. Les hein, menaces que traite, on s'en fout. DC versus Marvel, ça se vend tout seul, tu vois. C'est pas versus déjà, c'est. Les menaces que traite Superman au quotidien ne sont pas de la même dimension que les menaces que traite Spider-Man au quotidien. C'est Friendly Neighborhood contre Dieu, quoi. Enfin, c'est, à mon sens. Oui, mais c'est tous les deux. Encore une fois, un concours de popularité. On prend les deux Non. personnages qui vendent le plus et qui incarnent le mieux la marque. Mais Corentin. Et quoi? Ce sont ces deux têtes d'affiche de leur maison d'édition respective. Ce sont deux personnages extrêmement positifs aussi, qui n'ont pas la même échelle de puissance, mais il n'y a pas que l'échelle de puissance, en fait, qui compte. Et en plus, ils ont les mêmes couleurs dans leurs costumes. Qu'est-ce que tu veux faire de plus synergique là-dedans? Vraiment. Qu'est-ce que je veux faire de plus synergique là-dedans? Parce que mais qui s'en bat les couilles de Sentry? Mais moi, j'en bats les couilles de Sentry, mais je veux dire, ce serait plus logique de faire un DC KO de l'univers DC Marvel, tu vois, plutôt que, je sais pas, après, j'ai confiance en Mark Waid, il arrivera certainement à faire une histoire de bonne qualité, mais je vois pas la choucroute entre
Superman et Spider-Man, pour moi, ça n'a rien à voir. Oui, ok, ils sont positifs. Oh, youpi. La plupart des héros parce que tu pourrais me dire, hey, Wonder Woman aussi, elle est vachement optimiste, elle pourrait carrément aller avec Spider-Man. Et bah oui, mais il y a plein d'héros positifs. Non, parce qu'elle a pas les. Captain America. D'ailleurs, Superman, Captain America, c'est les héros fondateurs, c'est les héros bannières, même couleur de costume. Il n'y a pas de raison que ça marche moins bien. Il est populaire, Captain America. Me dis pas que c'est un petit vendeur non plus. Oui, mais t'as cette imagerie. Ils ont aussi. cogné les fascistes tous les deux. Tu vois, tu fais un numéro, ils vont cogner Poutine et Netanyahou. Oui, mais Spider-Man, c'est pas. Je sens que celle-là, elle va énerver des gens, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus logique d'avoir pris. Ça aurait été plus logique d'avoir pris les deux héros fondateurs, entre guillemets. Quel est le héros le plus ancien de Marvel qui a encore une pertinence aujourd'hui? Captain America. Puis c'est Kirby en plus. Oui, mais Spider-Man, il aide son voisin et Superman, il aide aussi la voisine à récupérer son chat dans l'arbre, tu vois. Il y a ce côté un petit peu désuet d'Amérique un peu bon enfant. Oui, non, peut-être certainement. Donc, après, et puis en l'occurrence, vraiment, après, non, bah, ils font ça pour le pognon, c'est des belles équipes créatives, tout le monde va prendre un gros chèque. Et puis c'est les 50 ans du numéro original aussi, ça prend en compte. On verra bien pour l'année prochaine. Peut-être qu'ils t'écouteront, ils feront, putain, ouais, vous avez raison, allez, on va faire un crossover entre, par exemple, je trouve que Power Girl et Punisher, c'est bizarre. Enfin, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des pairings pareil plus intéressants à faire avec Power Girl. Je sais pas, il y a peut-être une héroïne Marvel sexualisée sans raison parce que tu sais, il y a aussi ce côté-là chez Power Girl. C'est un peu l'un des avatars justement de la sexualisation des femmes en comics chez DC. Mais oui, tu peux trouver un équivalent chez Marvel qui rendrait le truc rigolo. Mais aie confiance en Gail Simon. Mais je te dis, les équipes créatives, j'ai rien à redire dessus. Moi, le coup de Daily Bugle contre Daily Planet, par contre, tu vois, me paraît être une meilleure idée dans le côté un peu rivalité. Opposons deux visions du journalisme en BD. Dans un petit numéro, tu vois, avec Jameson d'un côté, Perry White de l'autre, le très bon éditeur et le gros connard, tu vois, ça peut être assez marrant. D'ailleurs, Perry White qui est un peu le nouveau Oncle Ben dans l'univers Ultimate, finalement. Oui, tout à fait. Je veux dire, l'Oncle Ben est un peu le nouveau Perry White dans l'univers Ultimate. Tout à fait. Mais du coup, Corentin, on a terminé pour la partie comics. Pour aborder un petit peu la partie télévision, et surprise, on a un premier poster pour Spider Noir qui n'utilisera donc pas Peter Parker comme héros. Ce sera Ben Reilly qu'incarnera Nicolas Cage. On comprend donc le clone de Peter Parker. Voilà, donc le clone de Peter Parker, mais on comprend surtout effectivement que décidément Peter Parker et Spider-Man, même en tant que nom, ce n'est pas possible. C'est dingo, hein. De les utiliser. Non, dingo, c'est du coup c'est Disney, mais. Bah oui, c'est Disney. Mais en fait, ouais, pour Sony Pictures, ce n'est pas possible de les utiliser en tant que tel, quoi. Vraiment, ce n'est pas possible. Oui, mais tu vois qu'ils ont vraiment trouvé. Ça y est, ils se disent ah putain, mais attends, mec, je sais. On va juste prendre Ben Reilly, c'est pas voilà, et ça va le faire. On va pas l'appeler Spider-Man noir, on va l'appeler Spider Noir. C'est là que tu vois à quel point les contrats sont cons en fait, parce qu'au final, Marvel pourrait juste dire bah on vous laisse utiliser. Enfin Marvel. Disney pourrait juste dire on bah oui, mais s'il disait ça, il dirait par contre, vu que vous l'utilisez, dans le contrat, il y a marqué. Mais en animation, ils ont le droit, tu vois. Donc c'est quand même bizarre que là, c'est une terre parallèle, littéralement. Enfin, personne ne va regarder la série. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il leur demanderait des sous. C'est Spider Noir, tu vois. Enfin, il leur demanderait des sous. En fait. Mais il y a déjà des sous qui sont payés. Tous les ans, Sony paye la thune à Marvel pour la licence Spider-Man. Non, mais je veux dire que Marvel, c'est du coup, vu que c'est un contrat avec Marvel Studios, je pense qu'il leur demanderait des sous en plus, en fait. Donc là, techniquement, en faisant Ben Reilly et Spider Noir, ils doivent rien à Marvel Studios en tant que tel. Mais du coup, tu sais, on en arrive à se plier les cheveux en quatre. On sait très bien que ce sera Alors, faut les plier ou les couper? Parce que là, oui, c'est vrai, t'as raison, n'importe quoi. T'as quelque chose avec les cheveux en quatre. On arrive à se contorsionner pour essayer de rentrer dans les petites lignes du contrat. On sait très bien que ce Ben Reilly sera un Peter Parker. Enfin, en tout cas, sera le Peter Parker de la Terre Noire. La Terre Noire, lui, comment ça s'appelle? Je sais plus c'est quoi le numéro de la Terre Noire, mais bref, peu importe. Et que ce Spider Noir sera Spider-Man Noir, en vérité. Enfin, tu regardes le costume, c'est Spider-Man Noir. C'est juste que, effectivement, il y a cette espèce de frein contractuel. C'est la Terre 90-214. D'accord. Voilà. Là, j'ai déjà oublié. Et c'est un peu nul que tu ne le saches pas par cœur, Corentin. Moi qui pensais que tu étais une encyclopédie vivante. Non, mais tu sais, des fois, ils leur donnent des surnoms, comme la Terre Zombie, c'est la Terre Z, tu vois, où il y a des fois, elle, c'est la Terre Noire, en l'occurrence, c'est Earth Noire. C'est la Terre Noire. Mais c'est 90-214, quoi. Très bien. Mais ouais, après, moi, ça n'empêche rien. Je veux dire, il y a beaucoup de produits Prime Video qui arrivent l'année prochaine, dont on n'a pas encore de date. Criminal, voilà ce que j'allais dire. Il y a Criminal qui arrive l'année prochaine, Spider Noir qui arrive l'année prochaine, et The Boys qui va se terminer. A priori, la série, le préquel, la Vote Rising, arrive aussi l'année prochaine. La saison 4 d'Invincible. Voilà, exactement. On devrait pouvoir compter au moins là-dessus pour tromper un peu l'ennui de... C'est Prime qui nous régale, en fait, quand même, en vrai. Bah oui, parce que Marvel, à côté, ils ont quoi? Ils ont Daredevil, Born Again. C'est tout. C'est tout.
Non, X-Men Non, Chronicles. il y aura Wonder Man peut-être en début d'année prochaine. Ça Oui, mais peut ça, être bon, rigolol. c'est déjà passé, entre guillemets, tu vois, les vraies nouveautés. Ah bah techniquement c'est pas passé vu que c'est pas encore Passé, diffusé. mais tu vois, la campagne de promo, elle est actuellement en cours et tout. Puis ça va être vite fini. T'as vu une campagne de promo toi? Oui, il y a des trailers des fois. Tu sais, il y a Oui, une vidéo moi, non mais avec justement. Ben Kingsley, c'est qui joue l'acteur et qui. Ah oui, ils ont fait les des fausses campagnes de recrutement pour des cours d'acting de Ben C'était Kingsley. classe, ça. Ça m'a pas fait rire du tout. Mais toi t'es pas très. Je suis pas très drôle. Bah t'aimes pas l'humour quoi. Non, pas trop. En général. C'est pour ça que je travaille avec toi d'ailleurs. Voilà, c'est parce que moi je l'aime. Trop sérieux, mec, trop chiant. Mais du coup, ouais, non. J'ai quand même franchement assez confiance. C'est Steve Lightfoot, je crois, qui fait le showrunner, ou Darius Kardapan, je sais plus l'un des deux. Mais c'est un ancien, pareil, de chez Marvel Television. Ça reste Nicolas Cage en série télé, ça reste Spider-Man noir, quoi que veuille bien en dire Marvel. Je sais pas, ça avait l'air plutôt cool. On attend un vrai trailer quand même, parce que c'est un vrai que c'est tourné. Ouais, Faut rappeler que ça a été tourné il y a un petit moment maintenant, et qu'on n'a pas vraiment eu de campagne de promo. Non, ouais, je pensais qu'avec la CCXP là, donc la Comic Con du Brésil, je pensais qu'il y aurait quelque chose fait là-dessus, mais en fait non, je crois qu'ils avaient un booth là-bas, enfin un stand, tu vois, un truc de C'est promotion. comme Criminal, ça fait un bail qu'ils ont tourné. Ouais, mais Criminal du coup. Ils ont tourné en fin d'année dernière, je crois. Même Ouais, mais dernier. Criminal, ça arrive ce printemps. En fait, Thierry m'a donné une date dans le podcast qui doit D'accord. arriver après, et du coup. Je crois que cette fois c'est la bonne, en tout cas. Je pense qu'il il est plus informé. Mais c'était Brubaker et Phillips qui avaient fait un numéro spécial. Voilà comment rentrer dans l'univers de Criminal. Et je crois que depuis, ils ont annoncé un nouveau truc. Il faut que je vérifie, mais je crois qu'ils ont annoncé encore une nouvelle série, enfin un nouvel album du coup. Mais bref, grosse année pour Prime Video et les adaptations. Yes. Alors ensuite, on a du The Boys, donc on a le trailer de la saison 5, on en parlait juste avant. Et on a aussi même un nouveau jeu vidéo en réalité virtuelle avec le The Boys Trigger Warning, où on incarne un personnage qui n'existe pas dans les comics ni dans la série, hein, qui assiste Billy Butcher dans sa quête de vengeance, et qui voilà, il a l'air d'avoir des phases d'infiltration et de jeu. Après, c'est comme tous les, il y en a beaucoup maintenant des jeux VR vraiment qui sont pour MetaQuest et les casques PSVR 2 en l'occurrence. Mais bon, ça nécessite tout un matos supplémentaire et d'avoir de la place chez soi pour y jouer. Mais après le Batman Arkham Shadow, t'as le jeu Deadpool VR, t'as le jeu TMNT Empire City, je crois, The Boys, et la nouvelle licence de comics qui se décline dans ce mode-là, quoi. Donc, on en a encore beaucoup à bouffer. Bah, ouais. Je sais pas, très honnêtement, moi, ça me fait mal aux yeux, la VR. Et je pense que mon cerveau arrive pas trop à se laisser duper, parce qu'en fait, ça me fait vite chier, en fait. Bah, j'étais chez tes potes, quoi. Ça te fait pas vomir. Déjà, c'est déjà bien. Ça me fait pas vomir. Après, j'ai pas essayé, tu sais, les trucs de, ça, je pense que ça pourrait me faire kiffer, c'est le truc, juste t'es sur un manège et ça fait comme ouais. Après, il faudra que tu testes, voler en VR, ça peut être sympa, Resident Evil 7 en VR, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ah ouais. Okay. C'est flippant de ouf. Bah ouais, j'avais essayé, c'était pas Dying Light, c'était Deadlight, ou un truc comme ça, enfin, un truc de jeu de zombies en première personne et tout. Mais je sais pas, après, personnellement, moi, je t'ai dit, j'ai des yeux de merde, de toute façon. Donc, ça me flingue juste rapidos. Néanmoins, très bien pour les fans qui sont équipés, c'est cool. Pour le trailer, c'est plus intérieur et silencieux que d'habitude. C'est assez dramatique, quand même. Il y a le côté, on y retourne, c'est la dernière. C'est la fin, ouais, ça va être la conclusion. Puis, on est en dictature, on a Homelander, il a gagné, et comment est-ce qu'on va le battre et tout. Donc, chouette. La date de sortie a été confirmée pour le mois de mars. Donc, ça fait au moins, pareil, un gros produit qu'on peut dater pour l'année prochaine. Donc, on va enchaîner Wonder Man avec The Boys, simplement. Et Invincible en même temps. Et après, je crois que James Gunn avait dit aussi que la série Lanterns serait autour de Supergirl. Ouais, mais a priori après maintenant. Après? Ouais. Okay. Ils avaient, t'as dit avant, et maintenant des derniers rapports qui ont été conflictuels, en fait, ce serait quand même plutôt après. En même temps, ils ont mis pareil, 7 mois de tournage, un truc comme ça. Ouais, et puis je pense qu'ils profitent, ils veulent surtout pas lâcher Lanterns alors que Green Lanterns fait longtemps qu'on en a plus vu, mais je pense qu'ils veulent attendre de nouveau que tout le monde se réintéresse à DC avec Supergirl, avec un film qui va remporter, et lâcher la série dans la foulée en disant attendez, on continue, tu vois. Sur Netflix, du coup. On en reparle juste après, mais effectivement on va passer à la partie cinéma. Et avant de parler avant de te lancer dans un tunnel Netflix, comme Scarlett Johansson qui va arriver dans The Batman 2 plutôt, et alors pas plutôt que, mais sans Zoé Kravitz, pardon. Ouais, Zoé Kravitz, effectivement, qui avait déjà fait la tournée promo du film Code Stealing de Darren Aronofsky. Ouais, tout à fait. Où quelqu'un lui posait la question, alors tu tournes quand The Batman 2? Elle avait répondu, je suis au courant de rien, ils m'ont pas appelé ni rien.
Donc elle sera pas dedans, c'est un peu dommage pour tous les gens comme moi qui sont fous amoureux de cette actrice. C'est d'autant plus dommage qu'en plus on avait un peu l'impression que vu que le projet était en cours d'écriture, le film de Batman 2 était en cours d'écriture pendant que la série The Penguin était diffusée, et que Matt Reeves avait l'air très content du résultat proposé par Lorraine Lefranc, au point d'avoir un peu lâché la bride à la fin en lui disant vas-y, tu sais quoi, ça va le faire, je te fais confiance, limite si t'as une idée de saison 2, on peut en parler, nanana. Et le fait est que Catwoman est évoquée à la fin de la série, je veux dire, elle écrit à sa sœur, sa demi-sœur, Sophia Falcon. Donc on s'était dit, moi c'était un peu ma piste, une série spin-off sur HBO avec les deux qui ont un peu braqué façon Thelma et Louise des Richards en dehors de Gotham, ça pourrait être sympa pour occuper un peu le terrain, et vu que de toute façon, alors ce sera moins le cas maintenant parce que il va y avoir de nouveaux propriétaires, nouvelle politique, mais Warner avait envie d'occuper justement le terrain avec de nouveaux produits Batman qui pourrait faire une sorte d'arborescence d'univers partagé. Donc voilà, on n'aura pas en tout cas cette série-là. On n'aura pas Zoé Kravitz dans le 2. Peut-être pour mieux revenir dans le 3. Maintenant, s'ils mettent 5 ans entre chaque film, ça va être compliqué. Franchement, tu me parles de The Batman 3. Je suis pas sûr d'être encore en vie à ce moment-là. Hein. Mais il y a aussi un truc, je suis désolé encore une fois déborder là-dessus, mais si par exemple Netflix prend effectivement contrôle de Warner Bros et dit maintenant plus de sorties au cinéma. Ils feront toujours sorties au cinéma, ça, mais non, mais tu sais, ils font des trucs de 17 jours. Hein. C'est le film il sort 2 week-ends et après c'est Netflix, tu vois. Ça, il y a pas de. Voire des fois il y a pas d'exclusivité. C'est le sort à côté de la sortie plateforme, comme à l'époque de HBO Max au début. Il y a beaucoup de réals qui vont brailler le cas échéant, beaucoup de réals comme Nolan qui était déjà barré pendant que Warner Bros faisait ça avec HBO Max. Il est pas du tout garanti que on verra là ce qui va se passer, il y aura des vraies conséquences dans un monde où Matt Reeves continue à faire The Batman et qu'il y a un 3e volet, peut-être que Zoe Kravitz pourrait revenir à ce moment-là. Dans l'intervalle, Scarlett Johansson, je vais être très franc, ça me fait pas plaisir parce qu'on l'a beaucoup vu, Scarlett Johansson. Je trouve qu'elle a quand même baissé en niveau depuis quelques années. Si vous avez vu Jurassic World, alors tu me diras, c'est pas pareil, c'est pas un vrai film. C'est pas pareil, c'est pas un vrai film Jurassic World. C'est une connerie, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les acteurs et actrices, ils viennent pour prendre un chèque. Les acteurs et actrices, ils viennent pour prendre un chèque. Et Arnaud, c'est un gros con. Et Arnaud, c'est vraiment un gros con. Hein. On est assez d'accord. Ouais. Donc. Il est fier de lui. Mais je veux dire, c'était imbuvable comme jeu d'actrice. Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas regardé. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi tu t'infliges encore ces films. Mais quoi. Le dinosaure, mec. Il y a pas 40 franchises de dinosaures, quoi. Et en vrai, tout le monde m'avait dit, il est pas mal, celui-là et tout. Il y a une partie qui est pas mal. C'est la partie sur le daron qui trimballe ses gamines en bateau. Je l'ai pas vu, non. Là, c'est la partie humaine qu'on aime dans les vieux films de Jurassic Park, justement. C'est pas des super-héros, c'est pas des commandos. C'est pas des vedettes d'Hollywood aussi. Ça compte aussi. Je veux dire, Jurassic Park au début, c'était Sam Neill. Il était pas très connu non plus, hein, je suis désolé. Il avait fait quoi, le Carpenter et tout. Jeff Goldblum, beaucoup de gens l'ont découvert avec Jurassic Park aussi. Là, franchement, ils avaient pris quoi, Scarlett Johansson. J'allais dire Idris Elba, non, pas du tout, putain. Blade, Mahershala Ali. Regardez Elba, il y a des aussi là, bien elle au milieu. Oh là là, tu vas te faire un call out. Aïe. Oh, je suis pas sûr. Énorme. Et voilà, enfin, je veux dire, c'était un film vraiment de merde. Et bref, Scarlett Johansson aussi, tu vois, voilà, c'est Marvel Studios, quoi. C'est l'un des visages de Marvel, Puis j'en ai un peu ras le cul. Moi, j'avoue, je préférais qu'elle retourne faire des vrais bons films d'auteur comme elle faisait avant. Mais elle a réalisé un film qui apparemment est bien, là, The Great Eleanor. Tout à fait, il paraît, effectivement. Mais j'aimerais bien des nouveaux visages. Moi, Zoe Kravitz, c'était plutôt un nouveau visage. C'est un peu cette nouvelle génération d'acteurs et d'actrices que on espérait retrouver. Mais tu vois, pareil, Paul Dano, je veux dire, il a pas fait non plus 40 blockbusters, hein, Paul Dano. Il était plus connu pour Prisoners et tout. C'est des profils comme ça qui m'intéressent, moi. Et surtout que, alors là, les rumeurs, du coup, qui s'emballent. Elle va jouer Poison Ivy et tout. Peut-être, je ne pense pas, parce qu'il y a un univers très réaliste. Ça, c'est que des mecs qui ont la main dans le calbar, là, à se faire des fanarts de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, vous vous rappelez, c'est une teinture qu'elle porte dans les Avengers. Mais oui, mais ils veulent l'avoir porté une petite robe de feu avec un bustier, là. C'est bon, on a compris, les mecs. Ouais. Après, pareil, j'avoue, j'ai jamais été forcément un énorme fan. Enfin, j'ai été une très belle nana, mais je veux dire, c'est pas, Poison Ivy, non, ça matche pas, quoi. Enfin, je vois pas le. Non. Bref, en plus, en vrai rôle, parce que je crois que j'ai vu personne passer, mais c'est Silver St. Cloud, en fait, que tu fais revenir en femme fatale comme ça, tu vois. Moi, honnêtement, je suis pas un casting très inspiré, je trouve. J'ai toutefois en Matt Reeves et en Mason Tomlin, mais des nouvelles têtes. Voilà, des nouvelles personnalités. Non, t'étais pas content, hein. Je suis pas super content. T'es pas super content. Est-ce que t'es plus content qu'il y ait un nouveau film Man in Black? J'aurais été équitablement mécontent si ça avait été Florence Pugh, tu vois. Enfin, c'est pas une question. C'est vraiment juste, c'est une nouvelle franchise, on aimerait bien voir des nouvelles gueules, c'est tout.
Mais parce que, alors, juste pour te contredire, Robert Pattinson, c'était pas essentiellement une nouvelle gueule quand même. Hein. C'est vrai, mais c'était quand même assez aventureux parce qu'il sortait de beaucoup de Colin films Farrell d'auteur. non plus, c'est pas un nouveau Colin Farrell. petit jeune. Hein. Effectivement, mais c'est quand même des mecs qui venaient du cinéma plutôt auteur, tu vois. C'est Colin Farrell, c'était Banshees of Inisherin à côté, c'était les Lantimos. On se rappelle de Robert Pattinson et ses fameux films d'auteur Twilight. C'était il y a 1000 ans, Twilight, frère. Depuis, il a fait des Cronenberg, il a travaillé avec. Je sais, mais je suis The le premier Lighthouse. défenseur de la carrière de Pattinson en Il a plus. une carrière Laisse-moi- exceptionnelle. Laisse-moi Claire t'embêter. Denis, pardon. Il a quand même fait beaucoup plus de films d'auteur que Twilight maintenant, à ce stade. Je sais bien. Et Harry Potter, rappelons-nous. Et c'était Cédric Diggory. Oui, Ça, oui, c'est oui. pareil. C'est en fait, il a fait exprès de prendre Pattinson parce que son Batman, il est ultra émo en fait. C'est toute la lecture que lui il fait. C'est le Bien Batman des sûr. années 90, le Batman de Kurt Cobain et tout. C'est le Batman de la jeunesse de Matt Reeves en fait, tu vois. Donc, mais bref. Déjà, moi je trouve que c'est un choix brillant Pattinson justement parce qu'il dit un truc vraiment très écorché vif sur la façon dont Matt Reeves a découvert Batman dans les années 90 à l'époque où Cobain était la rosta, et le parallèle entre le côté torturé des deux il marche super bien parce que c'était mon premier degré, tu vois. Enfin, Ouais. je veux dire, le Batman de Pattinson, c'est de la magie, comment il boude et tout. Enfin, c'est extraordinaire. J'ai grand hâte de la suite. Man in Black qui revient au cinéma. Oui. T'as vu ça au programme? J'ai pas fait. Bah oui, bah en même temps, c'est vrai que tu rappelles à bon escient qu'à la base, Man in Black, c'est des comics. On Oui, l'avait ça, déjà, tout à fait. on en avait déjà parlé dans ce podcast hein, il y a un moment, mais Tout à fait. Bon, on n'avait pas couvert Man in Black international parce que je pense qu'on est d'arriver sur le site. C'était quoi, 2019? Bon, c'était quand même là depuis 2 ans, mais à l'époque, ça nous paraissait pas pertinent compte tenu de l'actualité qu'il y avait à couvrir. C'est chez en Marvel 2019, non, effectivement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc effectivement, c'est un comics qui a été publié chez Hercel aux États-Unis. Hercel, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà, c'était c'est devenu l'une des filiales de Malibu Comics. Alors, je parle du coup une langue étrangère pour beaucoup de gens. Malibu Comics qui est connu pour avoir signé un partenariat avec Image, révolutionné un peu la colo numérique. Voilà, c'est l'un des architectes, on va dire, de la révolution Image Comics, indirectement. C'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'était une maison d'édition indépendante avant le boom que Image a engendré, qui a fait que les indépendants ont enfin pu faire vraiment de l'argent. Donc Man in Black, ça n'a pas été très connu, hein, en format BD. Pour te dire, j'ai même oublié le nom des auteurs et autrices. Non, c'est 2 mecs. Il y en a un qui s'appelle Sandy, mais c'est un mec. Sandy Carouters, je crois, j'ai plus. Ou alors c'est une actrice, Sandy Carouters, je sais plus du tout. Mais bah, grosso modo, voilà, dans la BD, vous avez donc les Men in Black. Et les Men in Black, c'est un nom, en fait, qui renvoie à l'inconscient collectif américain, enfin des États-Unis. Les Men in Black, grosso modo, c'est les hommes du gouvernement. C'est juste, pour les noms, c'était Lowell Cunningham et Sandy Carouters. C'est ça, Sandy Carouters, absolument. Donc effectivement, c'est un peu comme les petits hommes verts, on va dire. Men in Black, c'est les hommes en noir. Les petits hommes verts, les hommes en noir, ça veut dire les services fédéraux américains qui bossent et qui sont là pour nous cacher la réalité qui se dissimule sous nos yeux. Tu vois, donc c'était Roswell, c'était eux. Dès qu'il y a un fantôme, c'est eux qu'on envoie, etc. Voilà. Qui c'est qu'on appelle? Bah non. Quand il y a un fantôme, c'est les Ghostbusters. C'est pas faux. Rien à voir. C'est pas mal. Tu confonds toutes tes licences, toi. Tu as pété un boulot. Oui. Tu n'es pas si fan de pop culture que tu prétends l'être. Hein. Sauf que dans les BD, voilà, en fait, c'est vraiment ce côté Department of Truth, c'est-à-dire que c'est des agents. Mais non, ça c'est James Tynion Ford, mais enfin tu mélanges tout, c'est insupportable. Attends, je vais te jeter un objet. Qu'est-ce que je pourrais te jeter? La manette de PS5. Non, s'il te plaît, c'est précieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est eux qu'on envoie effectivement dès qu'il y a des morts, des loups-garous, et aussi des aliens. Dans le film, effectivement, de Barry Sonnenfeld, qui est, je vais le dire très honnêtement, bien meilleur que les comics en question. Ça fait partie de cette licence, en fait, où les comics sont meilleurs que les comics. Mais c'est un peu, tu sais, tu me parlais de The Mask l'autre jour. C'est un peu le même cas de figure. C'est-à-dire que la BD est plutôt sombre, plutôt monstre, tu vois, plutôt orienté horreur, et complotisme. Alors que le film, bah, c'est une comédie, blockbuster. Ouais, c'était marrant. Il était génial. Moi, le premier film de Sonnenfeld, je l'adore. Tommy Lee Jones et Will Smith. Surtout en VF, en plus, il est assez merveilleux. Vous avez un problème de blatte. Sucre. Dans haut. Encore. Et en plus, tout le back and forth tout le dialogue mitraillette qu'il y a entre Tommy Lee Jones et Will Smith, ça déchirait. Ça marche bien. Le 2 était moins bien, le 3 était sympa pour j'ai pas vu le 3. Et là, justement, on en revient. Bah, dans le 3, en fait, si tu veux. Je m'en branle. Je crois qu'on découvre, en fait, un truc par rapport à. Mais du coup, peut-être que je vais spoiler. En plus, je crois que je l'ai vu, mais vraiment, on s'en fout. Franchement, il est sympa. Parle du projet. Il y a Josh Brolin qui joue Tommy Lee Jones. Oui, c'est ça, je crois. Je pense que je l'ai vu. Il le joue très bien, d'ailleurs. Ouais. Bel hommage que rend Josh Brolin à Tommy Lee Jones. Si vous êtes nostalgique de Men in Black, le 3 existe. Il est un peu mieux, à mon sens, que le 2. Néanmoins. Un peu mieux seulement. Néanmoins, donc là c'est la suite. Enfin, ce serait l'idée de faire la suite. Non, toujours avec Will Smith. Toujours avec Will Smith, c'est pas sûr encore, mais ils ont été effectivement, Sony a validé le projet, a commandé un script au mec qui a écrit Bad Boys 3 et Bad Boys 4.
Donc Chris Bremner. Des suites, voilà, merci Chris Bremner, qui a été embauché parce que justement ces films-là ont été des succès. Bad Boys, on rappelle pareil la licence montée par Michael Bay, qui a été ressuscité, mais peut-être chez Sony d'ailleurs, de longues années plus tard, parce que Will Smith était revenu en odeur de sainteté, pardon. Donc là, pareil, la stratégie serait un peu de faire la même chose, c'est-à-dire d'écrire une nouvelle histoire pour l'agent J, et précisément l'agent J, donc James, je sais plus quoi, le personnage de Will Smith, en mode vieux, un peu comme dans Bad Boys, sauf que là, il pourrait aussi passer le flambeau à une nouvelle génération. Alors là, vous allez me dire, on a vu ça 1000 fois, Hollywood a toujours essayé de faire ça, ça n'a jamais marché. Néanmoins, c'est un peu le principe du premier film Man in Black. En vrai, quand K va chercher J, il a déjà choisi que ce serait lui son héritier parce que au début du film, il a poursuivi un alien, il a grave bien fait le boulot. Dans le premier film Men in Black, en fait, K passe le flambeau à J. À la fin, il le flashouille. K part vivre heureux avec sa postière au fin fond des États-Unis, et J devient le nouveau héros qui a l'agent L sous ses ordres. Le J. le J, c'est le K. Le J, c'est le K. Le J, c'est le K. Le J, c'est le S. Donc ça pourrait effectivement bien marcher s'il trouve un acteur qui serait un peu le Will Smith moderne, parce que à l'époque, Will Smith, c'est les années 90, on se rappelle, c'est juste le Prince de Bel-Air. Hein. Il a pas fait 40 très bons films avant Men in Black. Il y avait Wild Wild West, je crois, qui était pas un très bon film d'ailleurs, mais qui était un film que j'aime beaucoup. Je crois que c'était à peu près tout. Enfin, c'était l'époque où il explosait, en fait. Will Smith, c'était le mec, c'était le Fresh Prince, c'était le gars qui faisait du rap. D'ailleurs, il a fait un morceau pour le générique de Men in Black. Il nous remettait des glaçons. Pourquoi? Ah, tu l'as pas? Non. J'ai pas vu le Prince de Bel-Air, moi. Non, mais Fresh Prince, c'est aussi une chanson de Soprano où il fait Jeffrey, remets-nous des glaçons. Tu te rappelles pas? Ah, ça, je vous ai chié de fou à l'époque de ces planètes. Excellent. Non, bon, bah, pardon. Après, ça fait longtemps. Tu nous as chié avec beaucoup de trucs, hein, aussi. Oui, c'est vrai. T'arrêtes pas d'appeler Julien Joule en capitale, enfin, les capitales, oui, c'était assez, tout à fait. assez surprenant. Le J. Mais donc voilà, pour l'instant, Will Smith n'a pas signé pour reprendre le rôle. Il aurait probablement envie de le faire. Moi, je te dis, si tu peux trouver un acteur ou une actrice moderne qui pourrait très bien reprendre la franchise, les profils existent. Hein. Tu prends un jeune ou une jeune marrante, talentueuse. C'est pas compliqué. C'est le problème qu'ils avaient eu avec International, donc avec Tessa Thompson et merde. Mais Thor, en fait, Chris Hemsworth. C'est qu'en fait, ça marche pas du tout. C'était juste pas drôle, c'était chiant, un personnage qui tombe un peu de nulle part. Alors que voilà, la complicité qu'avaient Tommy Lee Jones et Will Smith, c'est compliqué à reproduire, évidemment. Tu vois, il y a pas 40 mecs qui ont le charisme. Bah, quelque part, peut-être qu'on pourra le faire en IA. Allez, c'est parti. Let's go. Très bien. C'est en préparation en tout cas. Et on en reparlera, hein, vu que maintenant, voilà. Il y a un vrai petit univers graphique en plus, parce que les blasters tout en inox brillant et tout. La bagnole, et puis même le truc là. Le flashouilleur, ouais, c'était génial ça. C'est des bons trucs quoi. Donc MIB, ça c'est fini. Donc on va terminer avec le gros morceau. Prépare ton tunnel, Corentin. Puisque dorénavant Superman sera un personnage Netflix. Bah c'est pas sûr parce que non, c'est pas sûr. En gros, à l'heure où on enregistre le podcast, Netflix a annoncé le rachat de Warner Bros pour la somme coquette, modeste, petite, frugale de 82 fucking milliards de dollars. Et 700 millions. Et alors qu'ils nous ont envoyé, parce que moi je suis encore abonné Netflix, je sais pas pourquoi, encore que là récemment je me suis enfilé Pax Massilia de Olivier Marchal, la série d'Olivier Marchal, oui. Et c'est vraiment mon toxique trait de droite, je pense. C'est les séries policières comme ça qui sont pro-flics de ouf, qui sont vraiment on respecte aucune procédure et vraiment l'IGPN c'est tous des salauds quoi. Mais en vrai ça me fait de la vraie vie en fait. Ça me fait trop kiffer. Non mais parce que là ils le font toujours parce qu'ils sont contre des bracos, contre des méchants, des gangsters qui sont c'est des cowboys qui sont tellement méchant en plus, vraiment tout le monde est trop méchant quoi. Et voilà, moi ça me fait kiffer. Méchant les gangsters hein. Ouais mais je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, je suis pas les séries Bruno Retailleau en fait. Je suis pas dans le milieu de tout ça, donc je sais pas comment c'est dans la réalité, mais parfois t'as l'impression vraiment il force quoi, il force de ouf quoi. Mais bref voilà, j'aime bien Olivier Marchal. Je ne juge pas. Voilà. Donc c'est pour ça. Je regarde Gilmore Girls, un autre univers. Ouais, bah on voit qu'il est mal alpha de nous deux. Hein. Ouais. Je confirme effectivement. Donc par contre je disais, donc Netflix nous a envoyé un mail à nous les simples abonnés pour nous dire salut, on s'est payé Warner, on est content d'avoir accès à un catalogue d'IP complètement démentiel et l'avenir sera bright et tout ça quoi. Mais quelques jours après, c'est Skydance Paramount qui dit bah niquez-vous les actionnaires, nous on vous offre 100 milliards de dollars.
c'est quand même vachement plus. 105 même, je crois. Ouais, 105. Après, tu me Enfin, diras, on est plus là. une offre, voilà. De toute façon, on est sur des sommes, en fait, où ça devient débile. Parce que t'as aucune oui, perception de ce que ça représente Oui, vraiment. oui. Si ce n'est que c'est plus que le PIB de certains pays du monde, en fait. De beaucoup de pays, même. Ouais. Sur 5 milliards, il y a pas beaucoup de pays qui, tu vois. Je sais pas, je suis nul en économie, donc voilà. Il y a quand même plus de pays pauvres que de pays riches sur Terre, tu vois. Donc, c'est fort probable. mécaniquement, c'est... Donc, enfin voilà, et sachant que, bien entendu, ces quêtes de rachat sont à la fois inquiétantes d'un côté pour l'avenir du cinéma en tant que tel, puisque Netflix est un ennemi historique du cinéma avec sa stratégie, parce que c'est une plateforme de streaming. Donc on ne sait pas. Alors moi, je ne pense pas que d'un coup Warner n'aurait plus droit à ses films dans les cinémas, parce que justement, ce que Netflix cherche à faire, c'est agrandir son business, et donc qu'ils ont tout intérêt à se payer un studio cinéma pour aussi avoir des parts ils en ont un, déjà. dans le cinéma. Ils ont un département. Non, mais ils ont un département de petit, il y a 2 personnes, mais voilà, mais je veux dire qu'ils ont pas vraiment, enfin c'est Warner, tu vois, c'est un studio historique avec ils ont même des départements techniques qui sont là pour les projections aussi. Je travaille avec eux. Voilà. Avec oui, Masso, mais c'est pas Warner, tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr, évidemment. Mais par contre, je pense que t'es un peu optimiste en disant qu'ils ont aucun intérêt. Le but de Netflix, c'est de gagner la guerre du streaming. C'est pas de. Moi, je vois pas ça. Subitement à vouloir exploiter des films. Si, justement, pour moi, c'est parce qu'ils ont bien compris que les sorties Cinoche, ça rapportait de la thune, et Warner, en plus, en l'occurrence, avec Minecraft, tu vois très bien, enfin, que Netflix peut être très, très intéressé de se dire, maintenant, en fait, tous les biftons qui découlent d'une sortie d'un film comme Minecraft, ils vont être pour nous. Tu vois? Ouais. Ils vont pas dire, ah bah non, Minecraft, on va en faire une sortie exclusive sur Netflix, parce que ça va pas du tout générer la même somme. Au contraire, par contre, ils seront bien contents de se dire, on a les pépettes à la fois de Minecraft au Cinoche, et après, on l'aura en exclu sur notre plateforme. C'est ça, l'intérêt du truc. C'est le beurre et l'argent du beurre, pour le coup. Et donc. Je te laisse terminer après. Ouais. Et de l'autre côté, par contre, la contre-offre de Paramount Skydance relève aussi d'intérêts beaucoup plus politiques, en fait, que forcément du pur pas que, mais ça rentre dans l'équation, effectivement. Divertissement. C'est comme ça que je mets ma grille de lecture, mais là, en fait, c'est un peu peste et choléra quand même. Sauf que peut-être non, c'est peste et peste. Là, enfin, ça dépend de quel point de vue, du point de vue auquel on se place. Si on est si on a un gros faf, c'est pas peste et choléra, c'est peste et ouais, super. Si on est à l'inverse, un mec qui aime bien aller au cinéma, c'est peste et choléra, effectivement. Et si on est quelqu'un qui a peur de l'IA en général et de la disparition du cinéma au profit des algorithmes, là, c'est cancer et cancer. Mais si on est juste quelqu'un de un peu normie, un peu normie, et qu'on a juste pas envie, qu'on en a un petit peu marre, en fait, que les studios se rachètent et forment des méga entités monopolaires. Si on est un peu normie, on peut se dire que on s'en bat les couilles. Les gens normies ne sont pas solidaires des métiers du cinéma et préféreront de toute façon avoir une seule plateforme où il y a tout, la licence globale, la fameuse. Mais non, mais si, bah tu rigoles ou quoi, mec? Attends, fais un post sur Twitter. Tu dis aux gens, moi je préfère Twitter, payer. c'est pas la vraie vie. Tu dis, je préfère payer 20 balles pour voir un film sur un très grand écran avec un son extraordinaire, etc. Et désolé, mais Netflix, la qualité elle est pourrie. Tu vas voir combien de gens ils vont te répondre, ouais, t'as raison. Ils s'en battent les couilles, les gens. Même le métier du cinéma en général et les métiers artistiques, on s'en rend bien compte dans la BD. Tout le monde sait que l'IA arrive et va détruire des emplois. Mais tu vois des mouvements de soutien, c'est débattu au Parlement. Mais comment tu veux s'en bat les couilles. Enfin, c'est compliqué de faire un mouvement de soutien contre une technologie d'un point de vue pragmatique, organisationnel, en fait, tu vois, puisque c'est comment tu fais. Bah alors déjà, juste on prend point par point parce que ça peut être vraiment très long. Oui. Donc si je reviens vraiment juste aux origines du problème, on va dire. Le cinéma, ça a été quand même le cinéma inventé en 1995 par les frères Lumière. Le cinéma, ça a été quand même une grosse usine Afrique. Dans les années 2010, ça faisait beaucoup d'argent, le cinéma. Le film, quand on a passé le record des films à milliards au début des années 2010, enfin, il y en avait déjà eu avant, tu me diras bien sûr, mais quand on a commencé à voir Avengers qui sort, The Dark Knight qui sort, et les deux font 1 milliard, tout le monde se dit, oh, super, tout le monde va au cinéma, on a créé des blockbusters estivaux comme Jaja. Et à l'époque, c'était très commun, en fait, de faire $1 milliard sur les entrées en salle. Les Marvel, on le faisait régulièrement, Captain Marvel, Black Panther, les différents Avengers. Disney, avec ses remakes de dessins animés en images réelles, pareil, faisait de très grosses sommes, Fast and Furious, Jurassic World, voilà, il y avait beaucoup de licences qui étaient capables de ramener les gens en salle. L'industrie allait très bien. Ça a été une vraie poule aux œufs d'or. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à côté, Netflix a aussi proliféré énormément dans les années 2010.
Pas tout seul, hein, c'est pas que les contenus Netflix qui ont ramené des gens. Je veux dire, Daredevil, c'était des séries, les séries Marvel Télévision, c'était des séries en coprod. Il y a eu beaucoup de produits comme ça qui sont arrivés, qui n'étaient pas exactement des créations de Netflix, mais qui étaient juste une grille comme une grande télévision, dans laquelle on pouvait aller pour voir un peu ce qui sortait en ce moment. Ça a très bien marché, ça a fait de l'argent. Et aussi, il y a eu une sorte de grand bluff, c'est que les gens pensaient réellement, même dans la presse spécialisée, que Netflix pouvait prédire les goûts des gens. Le fameux algorithme Netflix qui a fait les choux gras en fait de la presse tech pendant très longtemps, parce que ils l'ont gardé secret, on savait pas comment ça marchait, et eux ils vendaient l'idée que plus tu regardais des contenus, plus on pouvait te définir un profil, et qu'après on pouvait te proposer un truc qui correspondait effectivement à ce que tu avais envie de voir. C'est pas vrai dans enfin, évidemment qu'il y avait de la prédiction, où, tu vois, il disait que l'algorithme écrivait les programmes de Netflix. T'as envie de te dire, oui, mais de base, les comités de direction des autres studios, ils font aussi en sorte que les films qu'ils mettent dans les salles de cinéma parle au plus grand nombre. C'est le principe de l'univers DC Studio, enfin DC Films. Il a aussi été bâti par des comités de direction qui ont pris les mauvaises décisions, hein, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, Netflix n'avait pas forcément une telle longueur d'avance. En revanche, ils ont effectivement bien magouillé pour que ce soit le cas, pour que ça donne l'impression que le futur, c'est ça. C'est la prédiction algorithmique, c'est de proposer aux gens exactement ce qu'ils ont envie de voir. Et quand on arrive à lire dans le cerveau du public, on ne prend plus de risques parce qu'on sait que tout va être rentable, tout va fonctionner. Et du coup, ça fait que l'action de Netflix était très élevée. Vraiment très, très élevée. Elle était valorisée au même titre que des groupes de tech, en fait. Et donc là, ça a attiré beaucoup de regards, beaucoup de curiosité, beaucoup d'appétit, en fait, des autres géants du cinéma qui disaient « Ok, c'est super. On fait un film dans les salles de cinéma, on fait de l'argent. On le vend en DVD, Blu-ray, on fait un peu d'argent. On vend les droits de télé pour les marchés où il n'y a pas Netflix, on fait de l'argent. Et après, on va louer les droits à Netflix qui pourra l'exploiter dans la foulée et on ferait de l'argent. » Mais imagine, on n'a pas besoin de couper ce gâteau en autant de parties. Imagine, on lance nos plateformes de streaming. Comme ça, on a nos abonnés. Et pareil, les années 2010, c'est aussi la grande époque du service. Tout le monde veut un service. Tout le monde veut vendre de l'abonnement. Parce que Spotify faisait de la thune. Parce que Netflix faisait de la thune. Enfin, dans les faits, non. Netflix n'a jamais fait de thune. À l'époque, c'était pas rentable, en vérité. Mais tout le monde se dit, c'est ça c'est l'avenir. Une fois qu'on a les gens captifs d'un service, ils vont pas se désabonner. C'est un peu la logique salle de sport, tu vois. Ils vont continuer et en fait, on aura un back catalogue qui sera tellement énorme qu'on pourra produire 1 ou 2 séries tous les mois et c'est bon. En fait, Netflix fatalement finira par couler parce que Netflix fait pas de diffusion hebdomadaire. Netflix doit cracher beaucoup de contenu parce qu'ils n'ont pas de back catalogue. C'est une nouvelle boîte qui s'est lancée dans les années 2000 et dépendent de nos produits. Donc, si on déserte pour dire aux gens, regardez, tous les films Disney que vous avez sur Netflix, maintenant ils vont être chez nous sur Disney+, bah les gens ils auront plus d'intérêt à aller sur Netflix. Et il y a eu beaucoup en fait de calculs très idiots qui ont été faits comme ça. Notamment, bah voilà, le fait de pas vouloir partager l'argent avec Netflix fait qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens qui en reviennent, mais grosso modo, donc, la pandémie arrive et ils ont lancé tous leur plateforme à eux. Un manque de bol, du coup, ça fait que comme ils voulaient être concurrentiels de Netflix, les plateformes ont été lancées à prix cassé et tous les grands studios ont perdu de l'argent. Soit parce que les plateformes ne marchaient pas, soit parce que effectivement ça leur coûtait plus cher. C'est pour ça que Bob Chapek a été dégagé, hein. C'est pas une théorie personnelle, c'est de fait, Disney+, ça fait perdre des milliards à Disney. Et du coup, ils ont proposé ça à tellement peu cher et avec des exclusivités tellement régulières parce qu'il fallait convaincre le client, tu vois. À l'époque, ils voulaient conquérir des parts de marché. Que du coup, bah, les gens se sont habitués à consommer, en fait, de la culture pour un prix dérisoire. Et quand les salles de cinéma ont rouvert, en plus, ça n'a pas été en un claquement de doigts, tu vois. On n'a pas dit d'un coup, le Covid c'est terminé. Il a fallu petit à petit reprendre l'habitude. On a bien vu que les films Marvel ont eu beaucoup de mal, hein. Eternals, Black Widow, voilà, c'est pas des mêmes, Suicide Squad. Ça n'a pas été des gros succès parce que justement, les gens avaient perdu l'habitude d'aller au cinéma. Il y avait une peur de sortir, il y avait une peur de l'espace public commun. Et pendant ce temps-là, tu payais pour 10 balles, t'avais ton Disney+, où il y avait tous les films de Disney, pour l'animation, pour les gamins, pour l'image réelle, pour les grands, etc. Et ensuite, dans la foulée, bah, les gens aussi, ils ont arrêté de regarder la télé. Parce que, bah, pareil, le plateforme de streaming, c'est pas que des trucs pour regarder de la culture. Il y a aussi de la télé-réalité. Netflix, voilà, depuis très longtemps, ils ont été chercher Terrace House, des télé-réalités japonaises qui coûtaient rien en Occident et tout. Les gens se passionnaient pour ce truc-là. Même LOL qui ressort, c'est un succès en France. C'est de la télé-réalité. C'est du télécrochet. C'est un programme télé, tu vois. C'est du divertissement comme avant, on en avait sur M6 TF1. Du coup, les gens, ils ont commencé, les gens, notre génération a commencé à moins regarder la télé. Et puis, il y a YouTube aussi, il y a Twitch qui ont pris beaucoup plus de place d'un seul coup. Donc, du coup, bah, ces grands groupes comme Disney, comme Warner, qui ont des chaînes de télé, ils ont réalisé quoi? Que les gens regardaient moins la télé. S'il y a moins d'audimat, ça veut dire que les espaces publicitaires sont vendus pour moins d'argent. Donc d'un côté, t'as les gens qui vont plus au cinéma, qui vont moins au cinéma. Donc tu fais moins d'argent à l'année sur les entrées en salle. Les gens vont plus regarder la télé. Donc tu fais moins d'argent à l'année sur
la vente d'espace publicitaire. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste la plateforme de streaming. Et maintenant que les gens sont devenus accros, tu peux monter les prix, mais tu vas pas faire des calculs d'équilibre comme ça. Et donc, on a vu que beaucoup, en fait, de groupes ont commencé à se casser la gueule à la bourse, en fait. Et tout le monde s'est dit, oh là, shit, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, du coup, nous, on est à TET, il faut qu'on se débarrasse de Warner Bros, parce qu'en plus, il faut qu'on fasse les coups de la 5G, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser de l'argent? On va se racheter les uns les autres. Comme ça, on est tranquille, on contrôle toute l'offre, on a la plus grosse plateforme de streaming et on écrase la concurrence. Parce que Disney et la Fox ont fait au moment du rachat, je veux dire, le catalogue de la Fox, c'est énorme pour Disney. C'est la Hulu, c'était énorme pour Disney. Sauf que voilà, les problèmes structurels, ils ont pas disparu, en fait. Comme ces mecs-là, ils ont une vision court-termiste qui était grosso modo, il faut qu'on prenne un peu des petites parts du gâteau Netflix. Eh ben, ils ont assassiné les entrées en salle, ils ont assassiné le marché de la télévision très, très, très traditionnel, sur lequel eux, ils comptaient. Netflix ne comptait pas là-dessus. Netflix n'a jamais compté sur les entrées en salle, ni sur la télévision. Ils avaient pas besoin de ça. Ils ont fait un business model qui était différent, qui était le tout streaming. Et aujourd'hui, c'est génial parce que ces mecs-là qui ont pris ces décisions, ils sont encore en poste, pour la plupart. Et du coup, maintenant, ils sont en train de se dire, OK, du coup, on a littéralement sabordé le bateau. On s'est coupé de notre pognon en suivant un modèle qui était pas rentable de base, celui de Netflix. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais. On va miser sur l'IA. Voilà. Ça, sur nous, on n'a pas couvert cette info-là parce que effectivement, le rachat Warner et Netflix a fait qu'on était plus focalisé là-dessus. Mais le mois dernier, le 13 novembre, après la clôture du trimestre fiscal, Bob Iger a dit en fait que l'an prochain ou dans 2 ans, probablement plutôt l'an prochain, Disney+ allait accueillir une nouvelle fonctionnalité avec de l'IA. C'est-à-dire que vous pourrez générer un clip probablement de 1 à 2 minutes, comme les trucs de Sora, basé sur les licences Disney. Ce qui cadre avec le fait que Disney, actuellement, menace de procès Midjourney, parce qu'ils ont réalisé qu'en fait, tu pouvais utiliser les personnages de Marvel, des Simpsons, de Star Wars, pour créer de la vidéo ou de l'image. Voilà, ça leur plaît pas. C'est pas que eux détestent les IA, c'est qu'au contraire, ils voulaient proposer un service de leur côté. Ils voient bien, l'IA, c'est un nouveau média, quelque part. Ça passionne les gens. Le AI Slope, donc les vidéos de merde faites en IA, ça inonde les réseaux. Voilà, il y a de l'argent à se faire. Probablement qu'ils vont mettre une fonctionnalité en place. Peut-être qu'elle sera gratuite au début, payante ensuite, on verra bien. Mais dans l'idée, ça veut dire que, par exemple, vous regardez votre épisode des Simpsons, vous pourrez avoir une interaction avec cet épisode-là. Peut-être en changeant une scène, par exemple, ou en changeant un élément. Ou alors simplement, ça vous pourrait générer un clip de 1 minute à partir de dessins animés que vous aimez bien. Voilà, vous rentrerez un prompt, Homer Simpson fait un check à Dark Vador. Voilà, ça c'est génial. On sait que ça c'est le futur aussi, parce que Degré Haute Force, toutes ces boîtes-là, dès qu'il y a un nouveau gimmick à exploiter qui peut faire de l'argent, surtout si ça économise des thunes, ils le feront. Et en plus, l'IA, il y a l'avantage du modèle auto-vertueux, c'est qu'en fait, plus tu l'utilises, plus tu l'entraînes. Plus tu l'entraînes, plus tu l'utilises. Et donc, du coup, ces expériences-là de 1 minute, a priori, ces petits formats courts, c'est la première marche vers peut-être un jour le fameux fantasme de producteur qui est j'appuie sur un bouton et ça me génère un épisode complet des Simpsons sans avoir eu besoin de payer un scénariste, sans avoir eu besoin de payer des animateurs, et il est dispo là gratuitement. Et du coup, les gens qui seront à Disney+, ils pourront juste appuyer sur le bouton en permanence et attention le truc. Et en permanence, ils pourront du coup générer algorithmiquement de nouveaux épisodes de machin de musique. Personne va faire ça. Pour l'instant, on n'en est pas là parce que la techno est pas encore au point. Mais c'est leur jamais rêve. En plus. C'est leur rêve à eux, tu vois. Mais ça fait bander qui? Ça fait bander les mecs qui voudraient des nouveaux épisodes de Friends parce qu'ils sont encore là à faire des rewatch tous les ans de la même série. Ça existe. Hein, mais c'est parce que c'est bien, je sais pas, je regarde pas Friends, mais c'est parce qu'ils ont kiffé ces épisodes qui se font des rewatch, mais les trucs générés par rien, ce serait de là, il y a zéro réalité dans laquelle ce serait quelque chose de bien. Ce serait pas bien joué, ce serait pas des vrais acteurs, donc ce serait, il y a aucun c'est pas ma réalité, c'est sûr, mais il y a aucun moment où ça devient un truc qui est regardable vraiment. Je trouve que les images générées par IA, c'est des belles images. C'est les moche. gens, ils en créent tous les jours, ils en consomment tous les jours. Moi, je le vois tous les jours. Ils s'en servent pour les vignettes de vidéos à la con sur YouTube. Oui, et c'est moche. Et quand tu vois les pubs à la télé, tu les captes maintenant, celles qui sont générées avec des plans comme ça, avec des gens où tu vois que c'est pas des gens réels, tu vois la texture de la peau, tu vois surtout qu'ils ne parlent pas parce qu'ils arrivent toujours pas à le faire encore, donc en fait t'as juste une voix off par-dessus et ça fait trop pitié. Je te prends un exemple, Duolingo depuis cet été est passé sur un modèle full IA. Toi tu utilises en plus AI toi first. très moi je le pirate, je paye pas pour moi je leur vole de l'argent dès que je vais dessus. Mais c'est un autre. Appelez-moi si vous voulez que je vous pirate. Et c'est là qu'en fait je suis un agent Duolingo. Exact. Mais donc bref.
grosso modo, si tu veux, ils sont passés en modèle AI first. C'est-à-dire, grosso modo, les traductions et les cours sont majoritairement faits par les IA. Ça se voit. Ça se voit vraiment. C'est dégueulasse. Et tout le monde se plaint sur Internet. C'est des traductions mot à mot. Il y a souvent des contresens. Il y a des trucs qui sont même pas traduits. Genre, tu vois, pour le coup, c'est pour le japonais. Il y a des caractères en katakana hiragana dans les propositions en français pour traduire, tu vois. Tout est comme ça. Du coup, l'action de la boîte se casse la gueule. Est-ce que ça les a empêchés d'y aller? Est-ce qu'ils se sont dit, attendons que ce soit prêt avant d'envahir ce marché-là? Non. Ils se sont dit, on pourra virer des gens, faire des économies. Ils sont tous court-termistes comme ça. Tout le monde veut, là, tu vois bien, tous les jours, on a une annonce de l'IA, enfin, un partenariat avec telle marque, machin, tu sais. Ils veulent tous investir maintenant ce nouveau créneau parce qu'ils croient que ça va leur apporter des points de crédibilité, futuriste, on est à la page. La seule chose que ça va leur apporter, c'est une place en enfer. Oui. Et aussi, ce sera bien fait. Pollué, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et la raison, donc, pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que vous connaissez notre avis sur l'IA, évidemment. Mais c'est que là, en fait, beaucoup de gens pensent que Netflix, qui effectivement maintenant a son petit back catalogue, mais ils ont pas les centaines de milliers de trucs Warner Bros. Warner Bros, ça a plus de 100 ans. C'est un studio qui est probablement l'un des plus importants du monde. Enfin, même peut-être le plus important. Je veux dire, Disney, faut pas se mentir non plus. Ils ont pas sorti autant de films que Warner Bros. Au fil de l'histoire. Il y a pas autant de chefs-d'œuvre non plus. Je veux dire, Casablanca, c'est Warner Bros, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'autres chefs-d'œuvre comme ça. Ils étaient là à toutes les périodes. Ils ont fait du grand, pour les grands et les petits, etc. Haribo, c'est beau la vie. Donc voilà, l'idée ce serait que enfin ils auraient des IP, parce que c'est aussi beaucoup ça. Ce truc de faire de la vidéo. Netflix a pas de mal à avoir des IP quand même. Enfin voilà. C'est pas pareil. Le Miller World, c'est pas DC Comics. Leur Rebel Moon, c'est pas DC Comics. C'est pas Star Wars. C'est pas Star Wars. Voilà, tu vois, c'est ça. Et le fait est que les marques connues de Netflix, c'est quoi? Casa del Papel, Wednesday. Tu vas pas non plus. Stranger Things. Qui peut le plus, peut le moins, tu vois. C'est un peu la logique. Comment ça s'appelle leur truc nul là les Coréens là qui tentent de refaire Battle Royale. Oui. Oui, je vois très bien en plus, mais Squid Game. C'est ça, Squid Game. Exactement. Mais tu vois, dans l'idée, et c'est un peu le problème de l'IA aussi, c'est qu'ils savent très bien que les gens vont pas juste taper fais-moi telle scène de telle série, etc. Ce qu'ils veulent les gens avec leurs IA, c'est de la marque, tu vois. Parce que la vidéo de Dark Vador qui danse la polka, c'est plus rigolo que la vidéo d'un mec random qui ressemble à Dark Vador qui danse la polka. C'est pour créer de la viralité, je veux dire. Mais personne tu vois sur les réseaux, sur les réseaux, t'as une vidéo de Stephen Hawking qui fait du skateboard sur une rampe et tout. Voilà, si c'était juste un mec en fauteuil roulant, tout le monde se mettrait les couilles, tu vois. Enfin, après, moi, je m'en bats les couilles dans tous les cas, attention. Mais voilà, la logique de l'IA et de l'IP, elle est déjà prouvée, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est probablement pour ça que Warner Bros et Netflix ont fini par fusionner, enfin, par être rachetés. Et que la suite, c'est pas spécialement de remettre les films dans les salles de cinéma. Là, le président de Netflix, il en a parlé. Il a dit, nous, notre modèle, il nous va très bien. C'est-à-dire qu'on fait des sorties en salle, parfois, et on fait des produits sur Netflix. Notre objectif, c'est le streaming. Personne ne lui dit, mais du coup, est-ce que vous allez changer de braquet? Le mec, il répond très simplement, il répond non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le modèle qui existe actuellement. On va faire un truc qui sera plus facile d'accès pour le consommateur. Parce qu'il pense que lui, l'exclusivité aux salles de cinéma, c'est dans noir sur blanc. L'exclusivité aux salles de cinéma, ça frustre les consommateurs. Du coup, ça veut probablement dire que la fenêtre de 45 jours, qui est même pas une norme industrielle, parce que des fois, c'est 30 jours pour les films. On a bien vu sur Joker et compagnie, les films peuvent aller très très vite en streaming si les studios considèrent que c'est foutu, tu vois. La fenêtre de Netflix, c'est 17 jours. C'est 2 semaines, c'est 2 week-ends. Est-ce qu'ils feront ça pour The Batman 2? Non, parce que théoriquement, les accords ont déjà été signés. Pareil pour Dune 3, les accords ont déjà été signés. Je pense pas qu'ils pourraient revenir sur les contrats qui ont déjà été signés. En revanche, d'ici 2028, quand tous les films qui sont actuellement en pré-production seront sortis, c'est à voir. Moi, effectivement, comme toi, je trouve que ce serait idiot de ne pas le faire. Il y a de l'argent à faire au cinéma. La preuve, Warner Bros, cette année, s'en sort bien grâce au cinéma. Mais oui. Pas grâce à la télévision. C'est ce que je te disais avant sur l'exemple Minecraft. À quel moment tu vas te priver des 6 semaines d'exploitation qui ont permis de faire 1 milliard dans le monde entier pour 17 jours et casser tout de suite ton envolé ou même pas et tous les dollars au Cinoche sont bons à grappiller même pour un film qui fait pas des scores tels quels quoi. Mais je manquerais d'un exemple. C'est pour ça je me dis tiens, si j'ai un exemple, il y a des gens qui mangeaient Quick avant que Burger King les rachète Quick, tu vois. Sur le papier, ils auraient eu aucun intérêt à se perdre cette clientèle là. Ils auraient pu garder les produits Quick et les mettre dans les Burger King en se disant, s'il y avait des clients avant, pourquoi les frustrer, pourquoi les perdre? Mais c'est parce qu'ils ont fait. Ils ont gardé 3-4 Quick pour la vitrine, et après, tous les Quick sont devenus des Burger King, tu vois. Oui, mais les Quick reviennent maintenant, justement. Les Quick reviennent, en franchisé.
Mais effectivement, donc c'est la preuve que tu peux pas faire disparaître en fait ce que les gens kiffent. Je te dis pas que ça va disparaître. C'est stupide. Je dis pas que ça va disparaître. Je te dis que probablement Netflix, eux, 45 jours, ça les fait chier. À mon avis, ils feront des fenêtres plus courtes, peut-être de 2 semaines, 3 semaines, pour faire un peu de fric, parce que pour eux, en fait, le pognon, c'est bien naturel, c'est leur philosophie. Ils sont devenus l'une des plus grosses boîtes du monde dans la culture avec cette stratégie, donc ils n'ont pas d'intérêt à la remettre en question. Leur but à eux, c'est que les gens allument leur télé, entendent tout doom, et lancent un programme, et c'est tout, tu vois. Donc je sais pas, moi personnellement, j'aimerais croire effectivement que Netflix est intelligent, ou en tout cas assez ouvert d'esprit pour remettre en question justement ce dogmatisme du streaming. Néanmoins, il faudra voir de quoi l'avenir sera fait, mais je n'y crois pas. Pour ce qui concerne Paramount Skydance, donc effectivement, Arnaud vous disait, il y a peut-être des variables politiques à prendre en consideration. J'ai pas fait de gros points là-dessus, je pense. Si, t'as déjà fait le point sur les Ellis qui sont les potes de Trump dans un dernier front page, les Ellison, pardon. Alors parce qu'il y a des gens qui croient en fait que c'est tout l'un ou tout l'autre, que grosso modo, soit on a Netflix, on a plus de sorties au cinéma et on a de l'IA avec Warner Bros, soit on a les Ellison qui du coup garderaient les sorties au cinéma, mais sont des gros fachos. Donc pour rappel, effectivement, Larry Ellison, qui est le président fondateur de Oracle, une boîte que vous ne savez pas, mais vous l'utilisez en vérité. Parce que ça sous-traite beaucoup de technologies pour le cloud computing depuis 15 ans. Ils ont beaucoup d'autres boîtes dans ce cadre de l'informatique, et Oracle est partenaire aussi de beaucoup de boîtes de l'IA. Donc déjà, je vous annonce, non, c'est pas d'un côté on aura plus de sorties au cinéma et de l'IA, et de l'autre on aura tout comme avant mais avec des FAF. Non, c'est Paramount Skydance, Disney+, Netflix, Prime, etc. Ils vont tous vers l'IA. Point. L'IA, c'est le futur. Je suis pas d'accord, moi, j'ai pas envie. Mais l'IA, c'est le futur. Ça commence déjà à arriver sur Prime. Vous voyez des affiches générées par IA de films qui ont déjà eu des vraies affiches auparavant. C'est quand même très bizarre. Le sous-titrage en IA est déjà là. Le doublage en IA est déjà là. Voilà, c'est en train d'arriver. Les FX en IA sont déjà là. Regardez Play Dirty, le film basé sur Parker. Vous avez de l'IA à l'intérieur. C'est comme ça. C'est en train d'arriver. Donc, Paramount Skydance, ils feront aussi de l'IA. De toute façon. Oracle investit énormément dans l'intelligence artificielle, et les arguments de Netflix pour acheter Warner Bros, pour avoir un back catalogue, pour entraîner ses IA à faire du contenu algorithmique, il est valable dans les deux camps. Hein. Et à la question, est-ce que eux sortiront des films au cinéma? Oui, peut-être plus, mais en même temps, là, sur l'année, ils ont sorti 7 films, Paramount, au cinéma. Vous regardez leur programme pour l'année prochaine, c'est de la merde, c'est famélique, c'est pourri. Évidemment aussi que leur intérêt, c'est de vendre de l'abonnement Paramount Plus. Enfin, sans vouloir vous gâcher la fête, les gars, ils ont investi 7 milliards dans les droits de l'UFC, qui sera du coup quasiment exclusif Paramount Plus, avec quelques cartes dans l'année qui seront sur les chaînes télévisées du groupe Paramount. Vous croyez qu'ils font ça pourquoi? Pour faire plaisir juste à Trump qui aime bien l'UFC? Certainement que ça joue, c'est une grande amicale des fascistes hein, quand même, mais néanmoins ils ont aussi un intérêt, eux, à attirer les clients vers leur putain de service. Parce que là, c'est la guerre du moment, c'est la guerre du service, c'est la guerre du streaming, puisqu'il n'y a plus que ça, entre guillemets, vu qu'ils ont détruit tout le reste. Donc évidemment que les films Warner Bros, il y aura quelques grosses sorties comme The Batman, comme Dune 3, 4 et compagnie, qui sortiront en salle de cinéma, mais le gros des films de Warner Bros, les Destinations Finales et compagnie, il n'y a pas de raison qu'ils les sortent au cinéma. Enfin, peut-être Destinations Finales, c'est un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le tout venant sera évidemment priorisé pour le streaming aussi. C'est comme ça. Et en plus, là, on parle de mecs qui sont très cons, hein, qui sont très mauvais. Vous regardez l'action de Paramount Skydance depuis que ça a été racheté. Enfin, depuis que Paramount a été racheté par Skydance. Donc, depuis que les Ellison sont entrés au capital, l'action ne fait que se casser la gueule. Parce que dans la vraie vie, c'est des mauvais entrepreneurs. Pourquoi est-ce que David Ellison, le fils de Larry Ellison, peut se permettre de racheter Warner Bros? Parce qu'il a le chéquier de Oracle derrière, que c'est une boîte qui pèse 300 milliards, en fait. Ils sont très, très riches. Vraiment très, très riches, ces gens. Eux, ils peuvent racheter ce qu'ils veulent derrière. Ils peuvent racheter nous, ça leur prend une demi-seconde, tu vois. Ils peuvent racheter tout Delcourt, ça leur prend une demi-seconde. En vérité, c'est ça le problème, c'est que la bataille n'est pas équilibrée. Pourquoi est-ce que eux proposent 105 milliards? C'est dérisoire. C'est plus de 3 fois la valeur de Warner Bros. L'action Warner Bros, elle valait $15 le mois dernier. Là, ils veulent la racheter à 30. Enfin, est-ce qu'on se rend compte quand même de la débilité du truc? Ils seront jamais rentables sur un investissement pareil. Et là, du coup, on en revient au sujet, c'est que pour eux, c'est pas une question d'être rentable, c'est une question de pouvoir. C'est une question de contrôle des médias. Netflix ne veut racheter que les parties cinéma et streaming. Donc toute la partie production. DC Studios, Warner Bros. Motion Pictures et compagnie, HBO Max, etc. Et pas les chaînes de télé. À l'inverse, les Ellison, Paramount veut racheter les chaînes de télé. Pourquoi?
ils savent très bien que c'est un sac percé. Ça leur apportera pas d'argent d'avoir CNN, d'avoir TNT, d'avoir Discovery. En revanche, ils auront un regard éditorial du coup dessus. Et eux, surprise, Larry Ellison, c'est l'un des meilleurs amis de Trump. Vous regardez une interview, il vous dit ouais, la culture woke, ça me fait chier. Ouais, j'en ai marre, moi, des LGBT+, machin, etc. Et Netflix, ils sont connus. Comment est-ce qu'ils sont connus, Netflix? C'est quoi la réputation de Netflix? Netflix, ils sont woke. Voilà, ils sont woke. Voilà, c'est-à-dire que tu regardes un épisode d'une série woke. télé et d'un coup t'es envahi de propagande wokiste. Ah oui, il y a Tous des les mecs sont gays, personnages trans, de couleur machin. et en plus voilà, ils s'aiment. Cléopâtre, elle est noire chez Netflix, c'est un scandale. Ils s'aiment entre personnes du même genre, c'est horrible. Oh là Ça, là. moi, j'avoue, ayant quitté Twitter, j'avais un peu oublié, et Facebook aussi, j'avais un peu oublié, même dans les commentaires de l'article Comics Blog, vous avez des gens qui se valident les uns les autres. En plus, ils sont très contents de savoir qu'ils sont dans la même secte d'abrutis, qui pensent vraiment qu'en votant pour Le Pen, pour Trump, leur vie va s'améliorer parce qu'on va les virer. Enfin, on va les débarrasser de la propagande wokiste. Rappelez-vous quand même que tous ces gens-là, ils vous persuadent de ces machins-là parce qu'ils veulent être élus. Hein. Ils ont créé un ennemi intérieur, c'est tout. Mais dans surtout, la vraie vie, trans ou pas trans, ça change rien à vos vies. Oui, et puis dans la vraie vie, à quel moment le nombre de personnages de couleur dans la série télé que vous regardez pas va avoir une influence sur votre capacité à être heureux parce que vous gagnez votre vie décemment en travaillant? Vraiment, quel est le lien de cause à effet? Oui, Je sais pas. C'est surtout vraiment, peut-être trop encore bizarre. une fois, posez-vous la question de pourquoi on essaie de vous persuader que c'est un problème. Qu'est-ce que les gens qui veulent vous persuader ont à gagner par rapport à ça? Parce que Trump, ok, il a peut-être débarrassé le pays des woke. Hein. Maintenant, dans l'intervalle, sur le site de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, ils expliquent que les causes du réchauffement climatique, c'est la Terre qui se désaxe de son orbite. On en est là au niveau bizarrerie, tu vois, parce que c'est des putains de climato-sceptiques. Trump, il veut pas qu'on puisse réguler l'IA au niveau fédéral. Il a dit, on va interdire aux États d'avoir toute forme de réglementation sur l'IA. Oui, parce que ça arrange ses copains milliardaires aussi, tu vois. C'est pas comme si c'était la première décision de cet énorme tas de merde, quoi. Voilà, c'est grosso modo l'avantage aussi quand tu élis un facho, c'est qu'il a pas besoin de respecter la démocratie et la loi et l'ordre, et que donc si t'es le pote du facho, si t'es un riche aux poches pleines, il va faire une politique qui est en ta faveur. Donc du coup, il a tout intérêt à lui à te dire, les woke, c'est le danger, vote pour moi et je t'en débarrasse. Et après, vous avez une putain de république bananière en place où ils font ce qu'ils veulent parce que ils peuvent balayer toute forme d'opposition et déporter des gens. J'ai vu quelqu'un sur Comics Blog qui commentait la news du rachat, de la contre-offre de Skydance en disant bah ouais, mais mieux vaut que ce soit Paramount plutôt que d'avoir un Batman LGBT+. Qui découvre son coming out, la personne l'a dit. Alors, je sais pas comment tu peux découvrir un coming out. Qui découvre son coming out après avoir enquêté sur le meurtre d'une LGBT+, un truc comme ça. Ouais, et du coup, tu fais, mais du coup, ce fameux Batman LGBT+, il est avec nous dans la pièce. Ouais, c'est ça, il vient d'où, quelque part? Il se planque sous ton lit. C'est trop bizarre de voir. Non, mais le truc, c'est que c'est cette bataille culturelle qu'ils sont en train de se livrer, et rend les gens complètement zinzin. Ça me rend fou, moi, personnellement. De faire des paniques morales sur des trucs qui n'existent pas et qui matériellement n'ont jamais un quelconque forme de concrétisation potentielle, tu vois, parce que non, en fait, personne n'en a parlé, ça n'a jamais été dans les plans de qui que ce soit, et au pire du pire, mais au pire du pire, si vraiment... Genre, tu parles de panique morale, Zoé Kravitz, c'est une actrice noire, elle a joué Catwoman, rappelle-toi les commentaires à l'époque. Alors que, elle ressemble à Catwoman dans Year One, c'est une super actrice, elle marche très bien avec Pattinson, le film est top. Et au final, les gens étaient en mode encore du grand remplacement. Je dis mais qu'est-ce que ça... Concrètement, explique-moi, si tu n'es pas raciste, quel est le problème? Puisque l'actrice est bien, elle ressemble au personnage, et le film est bien. Quel est ton problème? Tu me dis que t'es pas raciste. C'est quoi Tu vois, et les mecs arrivent vraiment à se mettre ce mantra que parce que Netflix fait des séries occasionnellement avec des héros, héroïnes gays, trans et compagnie, que ça mérite de voter pour Donald Trump. Ça mérite de voter pour un violeur condamné en justice qui fait une politique climato-sceptique. Mais c'est de tirer une balle dans les deux pieds, là. Et xénophobe. Si un jour après, du coup, tu n'as plus toi de travail à cause de l'IA, que Trump aura empêché de réguler et qu'il aura favorisé pour faire plaisir à Oracle et compagnie, qui crois qu'il va arriver? Tu crois que ta vie va être meilleure parce qu'ils auront viré les programmes LGBT de Netflix? Enfin, mais il y a vraiment une forme de crétinerie, et comme tu l'as, effectivement, t'as employé le terme, de guerre culturelle. En fait, les gens ont réussi, l'extrême droite a réussi à persuader les gens que le vrai danger, c'est ça. C'est que les trans existent, ça menace nos chères têtes blondes, et que du coup, il faut voter pour nous. Et après, une fois qu'on a été élu, on fait disparaître tout ça du paysage public. Et donc, en fait, les Ellison ne sont pas si différents de Vincent Bolloré ou de Pierre-Édouard Sterrin. Ce que eux, ils veulent c'est faire, les mêmes, c'est la version, on a les mêmes, hein. Une fois que t'as Warner Bros, t'as l'un des plus anciens et les plus importants studios de cinéma du monde, t'as des marques, des personnages populaires, tu peux faire ce que tu veux. Tu as CNN, tu peux balayer CNN. Hop.
direct. CNN deviendra un organe d'extrême droite, de propagande, parce que c'est de la propagande, faut qu'on arrête il faut appeler un chat, les médias trumpistes comme Fox News, c'est la propagande qu'ils font. Donc aujourd'hui, il y a encore des contre-pouvoirs. Le but, c'est que quand tu as l'argent et les moyens de te payer ce que tu veux, tu peux faire disparaître ces contre-pouvoirs comme ça. C'est parce que le capitalisme ne pose pas la question de quelles sont tes intentions réelles. Tu vois, regarde, Bolloré, on le laisse faire. Moi, ça me rend fou, mais le mec, il a des groupes de radio, de presse, médias, papier, télé. Télévision, écrite. Des influenceurs sur le web qui sont financés par Bolloré. Maintenant, il rachète UGC pour le cinéma et Canal+, pour la production de cinéma. Canal+, c'est un des plus gros financiers. Canal+, ça fait quelques temps quand même. Oui, mais c'est l'un des plus gros financiers du cinéma en France. Donc à un moment donné, tu te dis quand même, c'est trop bizarre que tous ces racistes se soient mis d'accord pour dire qu'il faut acheter des cinémas. Peut-être qu'il y a anguille sous roche. Peut-être qu'il faut se méfier. Peut-être qu'en fait, il faut pas les laisser faire. Maintenant, aux États-Unis, s'ils ont le soutien de Donald Trump, il peut très bien dire, non, moi je bloque le rachat. Alors, il avait essayé avec AT&T, mais à l'époque, il avait échoué. C'était fait retoquer, ouais. Mais à l'époque, il avait pas le pouvoir qu'il a maintenant. Maintenant, il a les deux chambres, il y a beaucoup de gouverneurs qui sont avec lui. Là, il a la Cour suprême. Donc, il fait en fait un peu ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Puis il y a plein de gens qui ont peur de lui, je pense. Et c'est pour ça que c'est une dictature aussi. C'est que pareil, il menace de procès à tous les mecs qui parlent de lui. Donc, il a quand même un budget avocat un peu supérieur au tien et au mien. Ah là là, la fameuse liberté d'expression. Là, ils veulent checker les réseaux sociaux, l'historique des réseaux sociaux quand tu arrives aux États-Unis. Oui, j'ai vu ça. Voilà, donc il faut tweeter tout de suite. Trump grosse merde, comme ça vous savez que c'est fait. Je sais que même moi, je suis pas forcément le plus véhément, mais clairement sur les 5 dernières années, j'ai forcément un moment, je pense que je l'ai insulté, clairement. Il y a très de grandes chances, donc en même temps, ça fait 2 ans que j'ai plus envie d'aller aux États-Unis, quoi, clairement. Ah oui, moi je peux plus les pieds là-bas, je suis désolé. Comme dirait Mark Wade, je n'ai plus foi en la volonté de ce peuple. Mais néanmoins, après voilà, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que les crétins qui vraiment se gargarisent de enfin Paramount va nous débarrasser de l'ogre Netflix et de ces vilains trans armés jusqu'aux dents. Il faut quand même vous dire encore une fois que ces mecs-là, leur but à eux, c'est qu'il y ait plus de libre opinion, comme Bolloré d'ailleurs. Et aussi qu'il y ait de l'IA qui prennent vos boulots. Parce que c'est des acteurs de l'IA, pas que pour la culture. La culture normalise l'IA parce que c'est comme ça que c'est rentré, en fait. Les gens sont rentrés dans l'IA avec Midjourney et DALL-E. Donc, ils voulaient faire des dessins rigolos. Ça, c'est de l'art. C'est de l'art pictural, c'est de la culture. Leur but à eux, en vrai, c'est que l'IA remplace les grands boulots qu'ils n'ont pas envie de payer. Donc, vos boulots aussi. Que vous soyez raciste, homophobe ou pas. Ils s'en battent les couilles. Il faut prendre un cas d'exception. Et c'est pareil parce que je rappelle quand même que l'IA remplace aussi des postes cadres. C'est très facile de faire un travail intellectuel avec une IA, malheureusement. Je suis désolé, les gars. Elle n'a pas besoin de faire 50 études, elle, pour le coup. Donc, posez-vous encore une fois. Je lui dis ça à vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas forcément favorable à tout ça. On s'en doute bien, surtout dans la BD, on est très contre l'IA générative. On parle à des gens relativement convaincus. Rappelez-vous que si demain, imaginons, on fait un petit bond de 10 ans dans le futur, ils créent des robots, voilà, par exemple, des robots humanoïdes. On a des robots qui peuvent garder les bâtiments des grandes fortunes de France, que tu ne peux pas tuer ou renverser, éliminer, même si c'est nombreux. L'IA a pris ton boulot. Il y a plus qu'une plateforme qui est Paramount qui rachète tous les autres et qui fait que des contenus d'extrême droite. Toi, tu te fais virer. Tu vas manifester. T'as le droit de manifester? Est-ce qu'on va pas te renvoyer directement en prison? Pourquoi pas? Je veux dire, ils ont le droit, ils le font déjà actuellement aux États-Unis. Quels sont nos droits, en fait, nous, si effectivement ces mecs-là gagnent à la fin? Et ils ont besoin que de ça, en fait. Ils ont besoin que de cette petite push-là pour déjà commencer à éliminer toute l'offre cinéma aux États-Unis. Je sais pas si on se rend compte quand même que c'est énorme, Warner Bros. C'est pas un petit studio. C'est pas des petites marques. Et c'est pas non plus, Paramount, c'est pas non plus une petite marque. Ensemble, ils ont les moyens d'être très dangereux. Surtout s'ils ont CNN, surtout s'ils ont l'offre télé. En fait, c'est plus, voilà, ça nous concerne moins parce qu'on parle plus de cinéma, mais parce que l'offre de Paramount, comme tu dis, elle englobe tout et que t'as tout ce qui est chaîne d'information, en fait, que tu contrôles et que tu peux façonner avec le discours que t'as envie de faire passer. Avec CBS, pour les cinémas, médias d'extrême droite. Bien sûr, mais pour le cinéma, tu vois, c'est pas parce que Paramount se paierait Warner que d'un coup, ils vont commencer à faire, des films Batman où d'un coup Batman il devient nazi, tu vois. Mais tu n'en sais rien, mon copain. Personne va vouloir faire ça. Il y a pas tout le monde d'Hollywood qui d'un coup va se réveiller en se disant ouais, en fait t'as pas besoin de faire des films nazis pour plaire à l'extrême droite, il suffit de ramener Zack Snyder. Pourtant Zack Snyder c'est pas un nazi. Tu vois, il a même mis plus de minorités dans son film Justice League que Joss Whedon quelque part. Le rôle de Cyborg était plus intéressant, enfin plus important. Oui, mais Zack Snyder va pas faire de films racistes. Mais il fait pas besoin de faire des films ouvertement racistes. Tu fais juste des films où il y a pas de personnage trans. Tu fais juste des films où Batman il est musclé, il tape des gueules, tu vois. C'est une question de vision. L'UFC, il y a des combattantes lesbiennes à l'UFC. Il y a des hommes noirs, des musulmans.
Mais les faf adorent ça, parce que c'est des mecs musclés et des femmes musclées qui se tapent sur la gueule. Et c'est une vision pyramidale du pouvoir. Et tu vois, les faf, c'est pas juste des mecs qui sont enfermés chez eux avec des fléchettes avec des visages noirs dans lesquels ils aiment bien balancer, tu vois. C'est des gens modernes. En fait, c'est triste à dire, mais le nazi d'aujourd'hui, il est plus ouvert d'esprit que le nazi des années 40. Lui, ça lui va que Netflix existe, si Netflix produit des trucs bourrins comme Tyler Rake. Ce qui l'énerve, c'est de devoir cohabiter avec des trucs qui sont pas faits pour lui, avec des trucs qui sont faits pour les femmes, des trucs qui sont faits pour les gens de couleur, des trucs qui sont faits pour les jeunes, pour les personnes LGBT. C'est ça qui l'agace. Il veut que ça disparaisse, en fait. C'est ça la cancel culture, en vérité. Et eux, ils ont les moyens de faire disparaître ça. Parce que, comme Bolloré a les moyens de faire disparaître. Alors, il le fait pas forcément tout le temps, ça c'est. Non, mais je suis peut-être des Lulu ou trop optimiste, mais je vois pas pourquoi du jour au lendemain, d'un coup, il y aurait plus d'acteurs noirs ou LGBT à Hollywood, et pourquoi d'un coup on se retrouve avec une production de film où il y aurait que des personnages blancs et hétéros dedans. Enfin, ça n'arrivera pas, quoi. Ils sont plus intelligents que ça, tu vois. Paramount, c'est aussi RuPaul's Drag Race, hein. Ils ont pas fait disparaître la série, la télé-réalité numéro 1 sur les sites, sur les personnages, les personnes drag, tu vois. Parce que ça leur apporte du pognon. Ils sont pas non plus si idiots. Ce qu'il faut espérer, c'est justement que le capital gagnera à la fin et que les mecs comprendront qu'en fait, il faut parler à tous les publics, comme le fait Netflix, qui fait des produits bourrins pour les mecs bien musclés et des produits poupis pour les nénettes, pour les mecs, ça, y a pas spécialement de trucs genrés, mais. Oui, on a vu tes préjugés. Oui. Tes stéréotypes, on les voit. Tu vois ce que je veux dire. Eux, en tout cas, ils font des produits qui doivent parler un peu à toutes les niches de consommateurs. Parce qu'ils sont pas idiots. Je pense pas que, évidemment, un grand groupe a intérêt à faire ça. Néanmoins, encore une fois, ils ont pas besoin de faire de l'argent, apparemment. Ils ont derrière le chéquier de Papa Ellison. Ils ont pas besoin de faire de l'argent. Ils peuvent. Mais regarde Bolloré. Enfin, ça lui rapporte pas une thune, ce qu'il fait dans les médias. Enfin, ça lui rapporte de la thune, si, mais regarde. Non, mais c'est déficitaire. Non, l'émission de machin, là, le gros con, Hanouna. Ça lui a coûté de l'argent pendant des années. Il l'a quand même fait parce qu'il lui fallait un petit porte-parole. Il faut le bouffon, bien teigneux, bien populaire, qui parle aux jeunes, tu vois. Pas aux jeunes. Donc voilà, ça il faut s'en rappeler. Ces mecs-là veulent s'extraire aussi de la condition sine qua non du capitalisme, qui est de faire de l'argent. Ils s'en battent les couilles. Ils ont de l'argent ailleurs. S'ils peuvent financer un plan de propagande, ça leur va très bien. Donc du coup, désolé, c'est peut-être que ça a miné le moral de beaucoup de gens, mais là effectivement, il n'y a pas de solution enviable en fait. Dans tous les cas, je préfère quand même Netflix que oui, moi aussi je préfère Netflix Ellison, quoi. Dans l'absolu. Bon. Après, je te dis ça, moi je suis projectionniste de mais métier. c'est pour ça que ça me fait trop marrer, parce que tous mes potes perdent leur boulot si c'est Netflix, tu vois. Ça me faisait trop marrer, tu sais, par rapport là tu parlais de Zack Snyder, mais par rapport aux infernaux Snyder Zoos qui sont complètement en dissonance cognitive, du coup, parce qu'ils font ouais, mais alors Netflix, ils vont restore the Snyderverse. Après tu fais mais non, mais parce que Netflix c'est trop woke, donc nous on veut un vrai truc de bonhomme, donc faut pas que ce soit là, faut pas qu'ils rachètent. D'ailleurs, mauvaise nouvelle pour les fans de Netflix, mais apparemment les dernières prods de Snyder ont pas du tout marché. C'était sur c'est trop cher. Ça a coûté trop cher en fait le 2. D'après Netflix et chiffres, mais déjà les mecs disent pareil, la série sur les Scandinaves, la série animée, pareil, ça n'a pas marché. Oui. Donc déjà, on n'aura pas 303 sur Netflix. Mais si j'étais mais en plus, ils sont trop cons, parce que si j'étais chez Netflix et que Zack Snyder avait mon exclusivité, mais ces films, je les aurais sortis au cinéma, putain. Bah oui. Sur un truc comme Rebel Moon, quoi. Enfin, dans la version. Terrible, mais c'est un intérêt à être vu en cinéma. Exact, mais bien sûr. Mais surtout, regarde, Zack Snyder, moi, ça me fait rire parce que c'est la coqueluche des faf non déclarés, ceux qui savent pas qu'ils sont faf, mais qui pensent qu'ils sont dans le bon camp, etc. Quand il a dit, je vais faire un 3e Flux 300, il voulait faire la romance gay entre Alexandre le Grand et son général et Fastion, je crois. Ah, il a perdu des abonnés. J'aurais adoré qu'il fasse ça, juste c'est pour parce que c'est aussi un provocateur, hein. Lui, je pense que ça lui plaît pas d'être la coqueluche des nazis, parce que c'est pas un nazi, en fait, fondamentalement. C'est un démocrate bourrin, on va dire. Je pense qu'il adorerait faire ce doigt d'honneur, tu vois. Malheureusement, du coup, comme ça a pas marché chez Netflix, enfin, pas autant que ça aurait pu, on n'aura pas le 3e 300 avec une bonne scène de baisse bien gay comme il y a dans le premier. Je pense qu'il aurait fait un remake plan par plan de la scène du premier avec juste 2 mecs. Pour énerver les gens. Et là, je me souviens des commentaires sous l'article. Le mec, il disait, il est pas un peu pété un câble, tout. Les mecs qui réalisent que, en fait, leur réal préféré n'est pas de leur bord, tu vois, ça. Oui, oui. Enfin. Ouais. Classique. On a terminé là-dessus. Après, peut-être juste aussi pour finir sur une note un peu d'espoir. Déjà, ça n'aura pas d'impact sur les comics DC qui sont trop loin en bas de l'échelle pour quoi que ce soit. On a au moins 2 ans, quoi qu'il en coûte, avant que ce soit vraiment un problème, puisque ce qui a été déjà signé est signé. On aura Dune 3 l'an prochain, on aura ce Batman 2 dans 2 ans. Il faut voir aussi si James Gunn voudra rester. En fonction du nouveau président, il faudra voir quelles seront les libertés. Imagine que les lois antitrust, il dit ça fonctionne vraiment, et qu'ils disent en fait non, Warner peut pas être racheté par un autre studio. Non.
C'est pas possible. Par un autre Le mec que Trump a nommé à la centrale des communications fédérales, il est comme lui en fait. C'est un gros schlag. Ouais, mais le mec qui avait été emmerdé Nexstar par rapport pareil à des droits télé parce que c'était pour arranger le calendrier de Trump et encore une fois la censure, c'est le terme. Hein. Je suis désolé, mais en vérité, il a déjà placé tous ses potes aux organes de pouvoir et ils ont raison les Ellison de dire ça. Si jamais les actionnaires de Warner Bros acceptent, bah ce sera comme d'habitude. Hein, ils ont antitrust, on va s'essuyer le cul avec. Et voilà. Clair. Mais elles servent à rien de toute façon. C'est clair. Genre c'était Activision et Microsoft, c'est ça Oui, Activision, Microsoft, la Fox et Disney. Il n'y a aucun problème qu'un groupe aussi important que Microsoft rachète un studio aussi important qu'Activision. Oui. Le capitalisme, de toute façon, il s'en bat les couilles des règles. Hein, c'est clair. Allez, on en a terminé pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas, à nous soutenir dans notre travail. Si, voilà, je voulais dire, une note d'espoir, le piratage existe encore. Exactement. Punissons les studios nuls en piratant leurs trucs. Vous allez sur Reddit France Pirate. Mais ne piratez que ce qui est pas bien. Le reste, il faut soutenir. Voilà. Et aller dans les cinémas aussi. Donc, je disais, si le podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en parlant du podcast autour de vous, en partageant l'émission sur vos réseaux sociaux et un petit peu partout ailleurs, en commentant sur notre site, sur notre plateforme d'écoute ou en poursuivant la discussion sur notre Discord. Et vous pouvez aussi, n'oubliez pas, c'est très important, nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse continuer de vous faire des podcasts sur le temps long et même quand il n'y aura plus qu'un seul studio hégémonique sur l'ensemble de l'industrie du cinéma. Quand il y aura tout doom avant le générique de First Print, là, flou, là. C'est ça. Allez, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut!